retrouver aujourd'hui pour tout vous avouer. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de présentiel sur l'animation, donc on est ravis de vous re-rencontrer en chair et en os. Ça fait vraiment du bien en tout cas. Et on va enchaîner. J'attends Olivia pour venir présenter l'agenda. Eh bien bonjour à tous. Je reste je vais pas nécessiter de passer devant. L'agenda, je pense que je vais reprendre textuellement ce qui est notifié sur l'écran. Donc on va vous faire effectivement un panorama en fait, des cybermenaces actuelles sur le panorama actuel. Ensuite, il y aura un retour d'expérience qui sera présenté par François, où effectivement il mettra en exergue deux cyberattaques clients que nous avons accompagnés sur ces 12 derniers mois. Ensuite, Stéphane Guénodo prendra le relais du Defender sur Next Gen Machine Learning Threat Intelligence. Quel intérêt en cybersécurité? Je n'irai pas plus loin parce que là, pour le coup, je ne suis absolument pas en capacité d'étayer le sujet. Il continuera sur la sécurité managée, notamment avec les SOC. Une démo d'EDR et puis on clôturera en fait cette session par des échanges sur vos problématiques, vos questionnements sur ces sujets de sécurité de l'informatique. Voilà messieurs. Ok, merci Olivia. Javed, c'est toi qui commence sur le sujet? C'est Stéphane aussi? Non, moi je m'assois et je regarde. Parfait, top, tiens, je te laisse. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Stéphane Guénodo, je suis avant chez Bitdefender. On va voir ensemble le panorama des cybermenaces, quelles sont les tendances un peu aujourd'hui et l'augmentation du nombre de menaces qui fait que croître au fil du temps à ce niveau-là. Donc notamment, je vais me baser sur un rapport d'AV-Test qui est accessible sur Internet, si vous voulez, sur AV-Test. Sur le nombre de nouvelles menaces tous les mois depuis avril 2020. Donc on voit qu'il y a eu une forte hausse à ce moment-là, qui correspond notamment à une période de confinement et de Covid, sur lesquelles il y a eu une augmentation assez importante. Mais on voit que globalement, alors le mois de mars, c'est parce que le rapport date de début mars. Donc forcément il est plus petit, mais si on le regarde maintenant, il doit être à peu près entre 9 et 10 millions de menaces par mois. Donc, il y a une augmentation, il y a une stagnation, on va dire, des nouvelles menaces, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle menace, il y a encore toutes les précédentes qui peuvent toujours être actives derrière. Donc, il y a un autre rapport d'AV-Test, si on regarde, on voit que le nombre de menaces forcément ne fait que augmenter et c'est assez critique derrière. Il y a quelques années, c'était aux alentours de entre 6 et 8 millions par mois. Donc il y a une augmentation sans cesse des nouvelles menaces. Après, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est quelle est la nature de ces nouvelles menaces. En soi, ça peut être, si c'est des nouvelles menaces qu'on bloque facilement, il peut en avoir autant qu'on veut, c'est pas très grave. Donc, je vais me baser sur un rapport du CESIN ici, qui a fait des enquêtes auprès de ses membres et qui a demandé, donc c'est la 6e étude qu'ils ont fait, ils la font à peu près tous les ans, et ils ont sondé leurs membres pour savoir s'ils ont constaté une augmentation de menaces ou non, tout simplement. Donc il y a la moitié, donc 51%, qui a estimé que le nombre de menaces qu'ils ont constatées au sein de l'entreprise est resté stable, donc par rapport à l'année précédente. Il y en a 41 qui a par contre constaté une augmentation des menaces et seulement 8% qui ont constaté une diminution. Donc, tant mieux pour eux derrière, mais il y a quand même 41% de personnes qui ont constaté qui ont fait face à plus de menaces par rapport à l'année précédente. Et parmi ces 41%, il y a 63% qui l'année précédente avait déjà constaté ça. En soit, tous les ans, eux constatent qu'il y a de plus en plus d'attaques au sein de leur infrastructure derrière. Donc, sur la vague 5, donc c'est l'étude précédente, c'était 40%, là 41%, et chaque année, on voit que à travers ce rapport, ça augmente. 41%, c'est pas négligeable derrière. Sur ce type de menace, donc ça c'est un rapport qui est assez intéressant. Alors bien sûr,
voyez que le pourcentage est plus de 100%, parce que dans une attaque, il y a à peu près 3,6 types d'attaques différentes dans une même attaque. Généralement, quand on attaque, notamment, souvent le premier élément, c'est le phishing ou le spear phishing. Donc, le spear phishing, c'est du phishing qui va être personnalisé à l'entreprise, parce qu'ils ont pu récolter des informations, ou ça va être quelque chose qui va être dédié au secteur d'activité de l'entreprise, etc. Donc c'est du phishing bien fait, sans faute d'orthographe, on va dire, bien traduit, en bon français, on va dire, pour les entreprises françaises, bien sûr. Donc on voit que c'est quand même l'élément le plus, voilà, qui est nettement le plus utilisé pour faire des attaques, pour commencer à faire une attaque. Donc après, le but étant souvent de récolter un lien de connexion, un login mot de passe pour l'entreprise, pour que le hacker puisse tout simplement accéder à votre entreprise, à l'entreprise derrière, plus facilement. Après, on voit qu'en deuxième position, il y a les failles d'exploitation. Donc aussi bien au niveau du système qu'au niveau des applications, avoir bien sûr un système qui est à jour et des applications qui sont à jour, on voit que ça reste quand même très important. Alors sur la partie système, je pense qu'aujourd'hui tout le monde est sensibilisé, et on a différents outils pour pouvoir mettre à jour les différents systèmes, et déjà c'est pas évident, mais sur la partie applicative c'est d'autant plus dur parce qu'on ne maîtrise pas forcément toutes les applications qui sont installées dans l'entreprise. Alors idéalement oui, mais en fonction de l'infrastructure c'est pas toujours. Est-ce qu'il y a de l'Acrobat Reader, est-ce qu'il n'y a pas du Foxit à la place d'Acrobat Reader, est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils encore divers et variés au sein des machines. Idéalement, bien sûr, on a les mêmes outils sur toutes les machines et on cadre ça et on les met à jour, et on a forcément une réduction, une surface d'attaque qui va être réduite. Après, on voit qu'il y a les arnaques au président. Donc ces mails souvent c'est par mail qui viennent usurper l'identité de quelqu'un pour pouvoir demander un virement, je sais pas moi, à la partie comptable pour tel dossier. Donc c'est généralement fraude au président. Il y a déjà eu du phishing notamment. Il y a eu déjà la récolte d'informations au sein de l'entreprise ou au sein d'un partenaire aussi. C'est ça qui se fait. S'ils arrivent à attaquer un de vos partenaires, qu'ils arrivent à avoir des informations sur tel ou tel dossier, ils envoient un mail disant pour gagner tel dossier ou il faut faire tel virement pour tel ou tel dossier sur lequel l'entreprise travaille. Forcément la partie comptable est déjà au courant de ce dossier-là, ils sont dans un environnement de confiance et ils font le virement. Donc ça a baissé par rapport à l'année précédente parce que aujourd'hui, je pense que toute la partie comptable est beaucoup plus sensibilisée sur ce type d'attaque, donc ils prennent des précautions un peu plus grandes, mais on voit quand même que c'est en troisième position. Après, ça va être les tentatives donc, de connexion, tout ce qui est brute force, donc craquer un mot de passe sur une machine en forçant une multitude de connexions différentes pour récupérer le bon mot de passe. Donc on voit, c'est une méthode assez basique entre guillemets, mais qui fonctionne encore bien. Donc après, il y a l'acquisition de domaines illégitimes qui permettent de faire du phishing encore une fois. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer un mail avec bitdefender.fr, Bitdefender est propriétaire de bitdefender.fr, mais si un hacker a acquis le Bitdefender avec 2 i, parce qu'à l'œil nu, ça se voit pas, quand il y a 2 i, on fait pas attention, ou ce genre de choses. Encore pire, si vous avez un nom de domaine avec un UI, il suffit de mettre III, et à l'œil nu, voilà, on fait beaucoup moins d'attention. Ou une extension que vous n'avez pas acquérie. Quand vous recevez un mail, vous voyez le nom, vous pensez que c'est un mail légitime, et en fait, pas du tout. Après, il y a les attaques par DDoS, il y a tout un tas de... Voilà, on ne va pas toutes les faire, mais on voit que ces attaques-là, c'est les plus courantes. Donc, avoir de l'anti-phishing, c'est essentiel. Les exploitations de failles, donc maintenir à jour l'OS et les applications également. Et après, fraude au président, c'est plutôt sur la partie mail, bien sûr. On va pouvoir se protéger. Donc après, il y a les conséquences de ces attaques. Lorsqu'on se fait attaquer, on voit que souvent on entend parler de ransomware, on voit que malgré tout, c'est que en 3e position. Alors bien sûr, encore une fois, il peut très bien avoir du vol de données
suivi de ransomware en général. Ça se fait de plus en plus. Ils prennent des données ils prennent des données en otage, entre guillemets, ils les récoltent et ils chiffrent. Et comme ça fait double rançon, entre guillemets. Donc le vol de données est le plus important, bien sûr, s'ils prennent des données sensibles et qu'ils les revendent sur le dark web. Bon, toutes les entreprises ne sont pas forcément concernées par le vol de données, mais chaque entreprise a quand même des données plus ou moins sensibles et ils sont prêts à payer plus ou moins cher pour qu'elles ne soient pas diffusées. Ou le hacker peut les vendre aussi pour un certain prix. Déni de service, donc c'est notamment les attaques par DDoS, donc mettre entre guillemets l'infrastructure HS pendant X temps, ou tel service web sur lequel on ne peut pas accéder au site de Bitdefender, par exemple, je prends Bitdefender, votre site web par exemple. Usurpation d'identité aussi encore très important. Après les autres types d'infections, on voit que ça reste minime entre guillemets, mais c'est déjà donc pareil, il y a conséquences moyennes, il y a un peu plus de 2 conséquences en général dans une attaque. Notamment un ransomware, ça peut créer du déni de service, il n'y a plus de service, il n'y a plus de page web, il n'y a plus rien, et en même temps il y a du chiffrement. Les conséquences de ces cyberattaques, donc on voit que dans plus de la moitié des cas, il y a un impact sur le business, et dans 42%, il n'y a aucun impact sur le business, pas d'impact visible, parce que les clients ne sont pas forcément aperçus. Enfin, quand on dit aucun impact, par exemple, si le site web il est inaccessible pendant 3 jours, il n'y a pas de commerce fait à travers le site web, il n'y a pas de perte de business, mais voilà, derrière, potentiellement, les clients se disent ils se font attaquer, il n'y a pas de site web, on ne peut pas évaluer la perte de business derrière. Et là, ils disent je ne vais peut-être pas faire confiance à cette entreprise parce qu'ils se sont fait attaquer, ça fait 3 jours que leur site web est... Si Amazon, bien sûr, n'a plus de page web, ça a une autre conséquence sur le business. Donc, dans 27% des cas, perturbation sur la production pendant une période significative, donc impactant le business, donc ça veut dire que typiquement la page web par exemple elle est inaccessible pendant un jour et que ça peut, ou que les utilisateurs ne peuvent pas travailler sur la machine pendant un jour, c'est un jour de travail en moins. Dans certains cas on peut rattraper ce jour-là, dans d'autres cas c'est un jour de perdu pour l'entreprise. L'indisponibilité du site web, donc ça on l'a vu, perte de chiffre d'affaires derrière, donc forcément si Amazon perd sa page web, il y a un impact sur le chiffre d'affaires. Et sur les arrêts de production pendant une période significative, donc c'est sur plusieurs jours, avec et au bout en général quand il y a une bonne attaque de ransomware derrière, qui a eu un impact général sur l'infrastructure, au bout d'une semaine, l'entreprise commence à retrouver un minimum de production. Donc, et il y en a, au bout de 6 mois, ils n'ont toujours pas une production complète. Donc ça peut être assez dommageable pour l'entreprise. Donc voilà à peu près sur les différences. Donc toutes ces études-là sont sur le CESAN 2021, que vous pouvez retrouver également sur Internet. Je te rends la main. Donc dans la suite de l'agenda, on a souhaité vous faire un feedback sur 2 cyberattaques qu'on a rencontrées chez un client plus une société qui s'est fait cyberattaquer, qui allait notifier les sites du gouvernement, et comme on est cyber expert, on a récupéré le dossier qui est arrivé, on a cliqué sur le dossier et on a été missionné pour aller traiter cette cyberattaque. Donc j'ai fait quelque chose de très itératif, les tableaux pour contextualiser très rapidement les enjeux de ces entreprises, et puis je vais discuter un peu autour de ça. Donc bien sûr, on ne les nommera pas, une société régionale avec 180 postes informatiques, à peu près 35 serveurs virtuels, 3 personnes au service IT. Alors peut-être ça ressemble à certaines sociétés qui sont ici représentées. Et puis une deuxième société plus petite, 75 employés, simplement 35 postes,
4 serveurs, donc beaucoup moins. Et puis personnel IT, client, Société 2 qui était déjà client chez Enrollist, qui était un client qui était arrivé pendant le confinement, qu'on avait rencontré. On n'avait pas de produit IT, on était arrivé sur du service managé en cours de route. Un petit contexte technique, donc de la virtualisation dans les deux cas. En termes de messagerie, l'un avait encore de la messagerie locale et l'autre avait cloudifié sa messagerie. Pas d'anti-malware sur la messagerie, pas d'anti-malware additionnel. Antivirus standard. Une segmentation réseau légère dans la première société avec l'équipe IT, pas de segmentation réseau dans la deuxième société. Un plan de sauvegarde dans la société numéro 1 qui était existant avec une externalisation des données. Et puis sur la société 2, un plan de sauvegarde plutôt incomplet, je rentrerai dans le détail un peu après. Et puis dans les deux cas, une rétention des données assez réduite. Notre scoring de la maturité de sécurité de ces deux structures, c'était une maturité relativement faible. D'accord, faible, alors peut-être d'une vision technique, mais surtout une maturité faible au niveau de la direction. On rencontre souvent des sociétés où le service technique a beaucoup de sensibilité à la partie sécurité, mais à un moment donné, ce n'est pas le service informatique qui vote les budgets, c'est la direction. Donc si la direction n'est pas acculturée à la cybersécurité, les budgets ne redescendent pas. Et dans ces cas-là, au niveau du terrain, les outils ou les processus ne se modifient pas. Donc au niveau de la maturité de la sécurité, là on ne regarde pas forcément que la partie technique, on regarde aussi la capacité de la direction à aller prendre de la hauteur sur la partie cybersécurité. Stéphane en a parlé juste avant, donc dans les deux cas c'est du phishing avec installation d'un bot troyen et puis ensuite latéralisation de l'attaque. Et puis sur cette société-là, a posteriori sur le patient 0, on a récupéré 13 outils pour aller récupérer les mots de passe sur le réseau. 13 outils pour aller brute forciser ou pour aller récupérer les mots de passe. Donc phishing. Ici, il y a une société qui est intervenue pour faire l'analyse des logs, pour faire, j'ai perdu le nom, bref. Et en fait, en remontant dans les logs, ils se sont aperçus que les cyberattaquants étaient présents sur le réseau depuis 3 mois. Qui était la limite des logs utilisables. C'est-à-dire qu'ils étaient peut-être là avant, mais sur les 3 mois, les logs disaient qu'ils étaient déjà là. Donc ça veut dire qu'on a des attaques qui peuvent démarrer très très longtemps avant la partie visible, d'où la connexion avec la rétention des données que l'on peut faire de l'autre côté. Et puis sur la société 2, il n'y a pas eu de forensique de réaliser sur cette partie-là, donc on ne sait pas depuis combien de temps ils étaient là. L'impact sur les serveurs de production, 100% chiffré, c'est-à-dire que du jour au lendemain, il n'y a plus rien, pas de serveur, que dalle. L'impact sur les postes, ici, sur les 180 postes, il y en avait 30% qui étaient impactés. Et puis de l'autre côté, un peu moins de 10%, donc c'était plutôt maîtrisé en termes de postes. Et pour vous donner un peu aussi un ordre de grandeur du travail qui a été réalisé, c'est que chez ce client-là, les 180 postes, les 180 postes ont été testés, on en a vu qu'il y en avait 30% qui avaient été infectés, mais il a fallu bien sûr tester les 180 postes avec tout le travail manuel à réaliser derrière, parce que ces 180 postes, ils n'ont plus le droit d'être connectés au réseau, bien sûr. Au début de la cyberattaque, tout est débranché, donc il faut les manuellement tester les 180 postes, etc. Vous pouvez imaginer un peu la quantité de travail à réaliser pour les équipes. Voilà. Cyberattaque, comme le disait Stéphane, sur les deux cas, donc phishing, téléchargement, un peu de déplacement latéral, la récupération de mots de passe, et puis ensuite cryptovirus. Cryptovirus avec demande de rançon. Mais dans les deux cas, et dans les deux cas, en fait, la sauvegarde a permis de ne pas être dans une reconstruction complète, mais d'être dans une partie de restauration, plus après une reconstruction du système d'information. Pour cette société-là, la première, les enjeux de la reconstruction étaient de sécuriser l'environnement de restauration. D'accord ? Puisque un des fondamentaux d'une attaque cyber, c'est que les attaquants vont toujours se laisser des portes pour pouvoir re-rentrer sur le réseau a posteriori. Première chose que fait un attaquant, une fois qu'il est rentré, c'est s'ouvrir des portes pour pouvoir revenir quand il veut, n'importe quand.
Et donc l'objectif de cette reconstruction-là, c'était d'être capable d'identifier quand on pouvait récupérer les données, quand on pouvait récupérer l'annuaire, créer un réseau resegmenté, resécurisé, commencer à restaurer dans ce réseau-là. Et donc ça complexifie de manière très très importante la capacité à redémarrer rapidement, parce que c'est complexe. Voilà, on en parlait tout à l'heure, les impacts. Ici, arrêt de l'ERP pendant 15 jours, donc c'était mi-juin. L'attaque a eu lieu mi-juin, on est rentré dans la partie 2 jours après. Il y avait l'équitancement, la facturation fin juin. On a réussi à faire redémarrer juste l'ERP pour envoyer l'équitancement 10 000 logements pile poil pour la fin juin. Et déjà avec ça, c'était déjà une première réussite. Et puis sur la société numéro 2, je vais rentrer un peu plus rapidement dans un peu plus... Donc sur la société numéro 2, l'ERP c'était simplement 6 jours d'arrêt. Le cas un peu particulier de cette société, c'est qu'elle a été attaquée le 28 décembre. Alors, ça a les impacts d'être attaqué le 28 décembre, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de cyber expert disponible parce que les gens sont en vacances. Mais l'avantage, c'est que par rapport à la production, les gens sont aussi en vacances. Donc l'impact sur la production, 6 jours d'arrêt de RP, c'est moins grave entre Noël et le 1er de l'an parce que sur les 75 personnes qui étaient au travail, réellement, il y en avait beaucoup moins. Redémarrage de la messagerie sur la société numéro 1, 3 semaines pour pouvoir reconstruire un annuaire, le reconnecter à Internet, migrer dans le cloud. D'accord, le redémarrage de la messagerie pour cette société-là, c'était la migration dans le cloud. Et puis sur la société numéro 2, en fait il n'y a pas eu d'arrêt de la messagerie, mais comme on a empêché tout le monde, comme l'attaque a eu lieu via phishing, en fait on a dit à tout le monde zéro accès à la messagerie. Et puis on a travaillé sur la protection de la messagerie après. Redémarrage, infrastructure à 90% complet, il nous a fallu 3 mois à peu près pour faire redémarrer la société à 90%, pour vous donner un peu l'impact que ça peut avoir. De l'autre côté, ça a été beaucoup plus rapide, le contexte technique était beaucoup plus simple. Dans les coûts financiers directs, entre les sociétés de forensique, la reconstruction, les équipes le soir, le week-end, etc., ça fait un budget entre 150 et 200 kg de coûts directs. D'accord, avec des outils en plus, une prise en charge de l'assurance de rien du tout. Voilà. Et ici, une prise en charge de l'assurance dont on croise les doigts pour qu'il y ait des choses, parce que dans les enjeux des prérequis de l'assurance, il y en a un qui n'était pas couvert. Donc on ne sait pas s'il y aura de la prise en charge. Pilotage de la crise, donc ici, sur la première société consultant cyber Envolis qui a rapidement fait toute la gestion de crise. Et puis, bien, comme je vous le disais tout à l'heure, ici, 28-12, donc pas de consultant cyber. Alors c'était client chez nous, c'était plus simple, c'est moi qui m'en suis occupé, mais avec toute la difficulté de bien accompagner le client. Paiement de la rançon, ici, non. Ici, on l'a évoqué parce que le 28 au matin, quand on récupère la société complètement cryptée et à l'arrêt, en fait, la sauvegarde est cryptée aussi. Et la sauvegarde étant cryptée, à un moment donné, la réunion de crise à 10h du matin, c'est de dire aux dirigeants de cette société-là, ils sont deux, il y en a un qui n'était pas en congé, l'autre qui était... Donc, dirigeant qui était présent, qu'il n'avait plus aucune donnée pour son entreprise. Et qu'on ne savait pas si on arriverait, en tout cas, que pour nous, un des moyens de récupérer les données, ce serait de payer la rançon. Donc ici, on a évoqué, mais encore une fois, pour payer une rançon, en fait, aller payer une rançon, ça ne se fait pas en claquant des doigts, donc il faut trouver des gens qui soient capables d'aller accompagner la société pour payer une rançon. Et bien sûr, entre nous les premiers de l'an, encore une fois, ça fait partie des ressources rares. Et puis on a réussi techniquement à contourner un peu le problème. Il y a eu un aspect spécifique, c'est que cette société-là, elle avait une sauvegarde qui n'était pas conforme. Donc on avait remonté l'information au comité de pilotage. La société, en termes de maturité, on en a parlé tout à l'heure, c'était plutôt faible, donc ils ont mis du temps à décider. On a fait le comité de pilotage en septembre, on dit que la sauvegarde n'est pas conforme, qu'il faut la réaligner avec les bonnes pratiques. Finalement, le client nous suit, début décembre il signe, et on intervient le 27 décembre pour pouvoir faire la première étape de la sécurisation de la sauvegarde. On pense que ça a contribué au déclenchement en fait, du chiffrement. Et que si on n'avait pas fait cette première étape-là, on n'aurait pas récupéré les données. Voilà. Le fait qu'on soit intervenu lundi pour faire le premier step de sécurisation de la sauvegarde a permis derrière de récupérer les données.
Voilà, il y a grosso modo, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 300 fichiers bureautiques qui n'ont pas été récupérés sur 1 100 000 fichiers de bureautique. Donc en termes de ratio, c'est plutôt... en tout cas, c'est acceptable pour le client par rapport à l'enjeu de ces données. François, oui. Petite question sur la... Ouais. Petite question, j'en profite, je réagis à chaud sur la sauvegarde. Ouais. Qu'est-ce qui disait qu'elle n'était pas justement conforme, cette sauvegarde? En fait, ici, on avait récupéré une situation de backup, enfin, une situation infrastructure pas hyper claire, 2 outils de sauvegarde différents entre les fichiers et les machines virtuelles, une partie des données qui sortaient sur le siège de l'entreprise, une partie qui ne sortait pas, avec des outils qui étaient croisés, donc en fait, stratégie complexe, pas alignée, en tout cas, il y avait une partie des données qui ne sortaient pas. Ok, donc ça ressemble à une sauvegarde qui était construite au fur et à mesure du temps et qui... Ça ressemble il n'y avait pas vraiment de sauvegarde, il n'y a pas de jugement de valeur, mais qui avait été construit par un consultant logiciel et pas par une société d'informatique infrastructure. D'accord. Et la petite, d'ailleurs pour ceux qui sont un peu techniques, dans la petite histoire de pourquoi on a réussi à récupérer les données, c'est parce qu'en fait dans le chiffrement, quand les fichiers sont tout petits, le chiffrement des fichiers se fait quasiment complètement, mais quand les fichiers sont très très gros, en fait ils ne s'embêtent pas à tout chiffrer, ça prend trop de temps, donc ils en chiffrent juste un petit bout. Et en fait, le fait qu'on ait réussi à faire le premier step de sauvegarde dans un très gros fichier de sauvegarde, fait qu'il y a un tout petit bout du fichier qui a été chiffré, et on l'a renvoyé à la réouverture et à la récupération dans une société de récupération de données. Ils ont réussi à ouvrir le fichier, et en fait, le chiffrement a très très peu impacté le fichier global de sauvegarde. C'est pour ça que si on n'avait pas à sauvegarder la veille, le million de fichiers, il aurait été un bout chiffré, beaucoup chiffré, et on aurait eu des impacts beaucoup plus graves. Ce qui était intéressant de vous remonter aussi, c'était que, donc voilà, la réaction des directions sur les annonces, ici en fait il y a une société qui se dit, voilà, j'ai plus rien, je peux pas quittancer, j'ai 180 personnes, j'ai même 250 personnes qui ne peuvent pas travailler, il faut faire redescendre ça dans les équipes, très compliqué. Par contre ici la direction a une position d'attente qui était plutôt très apaisée. Voilà, le CODIR était plutôt moins apaisé, mais la direction était plutôt en position d'attente, ok, on a à manger, on va attendre que les experts interviennent et on va voir un peu comment on organise la suite. Et ici, à 10h du matin, quand on était à la boutique à la plus de données, les mecs, ils se sont dit, ça y est, c'est la fin de l'entreprise. C'était un peu plus compliqué à gérer. Pendant toute la durée de la crise, là on voit bien ces tensions dans l'équipe de direction, parce qu'à un moment donné, quand on dit qu'on commence à restaurer, qu'on commence à repartir, il y a tous les métiers qui disent, c'est moi d'abord, non c'est moi d'abord, non c'est moi d'abord, et là on voit dans les équipes, ça commence à chauffer de manière un peu plus importante. Enfin, je vous fais pas trop de dessin, forcément. À ressources limitées, où est-ce qu'on les redirige? Priorité, voilà. Et puis ici, ce qui était compliqué, c'était d'apporter de la visibilité. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, bon ok, on envoie les gros fichiers pour qu'ils soient ouverts. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Comment on va récupérer? On voit bien qu'à chaque étape, on avait besoin de visibilité. C'est très compliqué de faire un redémarrage d'infrastructure sans visibilité. Donc là, c'est des étapes au téléphone très très régulières pour accompagner ça tous les matins, tous les soirs, pour pouvoir faire tous les steps, en tout cas toutes les validations d'avancement et c'est quoi l'étape d'après. Et chaque étape passée déclenche, en tout cas valide l'étape d'après. Et je voulais aussi vous faire, on parle un peu plus d'ailleurs dans la presse en ce moment du burn-out des équipes IT, en interne, pour certains, peut-être qu'il y en a qui connaissent, ou en externe. Et là on est vraiment sur des... voilà, ici, piloter une crise pour faire tout redémarrer le jour, les soirées tard, les week-ends, etc. Mécaniquement, ça génère de la fatigue, tout le monde monte dans le rouge, la pression elle est élevée, les tensions dans l'équipe sont élevées, donc on voit bien que c'est pas sexy comme situation, ni pour l'interne, ni chez les prestataires. Voilà, avec là, on a... Pour ceux qui l'ont vécu dans l'équipe, c'était vraiment... c'était très costaud, la reconstruction était très costaud. Voilà. Et puis je vais finir là-dessus. Voilà, alors les bonnes pratiques de configuration, forcément, c'est pas pour rien que les éditeurs ou les constructeurs, ils bossent pour pusher des bonnes pratiques. La priorité, c'est au moins de les suivre, de toute façon, parce qu'il y a vraiment de l'intérêt à bien écouter ce qui est dit. On s'outille, on en parlera tout à l'heure, mais avec des anti-malware, sur la partie messagerie surtout, de la sauvegarde immuable, ça fait partie des bonnes pratiques.
On teste régulièrement la sécurité, c'est hyper important. Voilà, si vous avez des backups, c'est bien, mais les tester, hein, c'est mieux. Si vous avez des plans de reprise, testez la reprise. De la documentation, parce que c'est important, la documentation, il faut que ce soit en dehors du réseau. Si le réseau il est chiffré, plus de documentation. Ça, c'était un des enseignements de l'attaque du groupe Atlantique. Voilà, réseau chiffré, plus de documentation, c'est embêtant. Sécuriser l'annuaire, ça devient quelque chose de super prioritaire, parce qu'on voit bien que quand l'annuaire il est mort, l'annuaire, c'est un peu technique, mais quand l'annuaire est impacté, la reconstruction, elle est, en termes de temps, elle explose très très fortement. Donc protéger l'annuaire, c'est vraiment un enjeu prioritaire. Le meilleur ROI des investissements cyber, c'est former les utilisateurs. Parce que ça, de toute façon, les portes d'entrée, dans les deux exemples que je vous ai cités, les portes d'entrée, c'est les utilisateurs compliqués. Donc de toute façon, vous pouvez sécuriser toute l'infrastructure, à un moment donné, ça reste les utilisateurs. Et puis on dit aussi, il faut vraiment gérer le risque. Voilà, dans vos infrastructures, rapporter à vos métiers, c'est quoi le risque sur vos métiers, c'est quoi le risque pour vos clients, puis l'infrastructure, elle doit aussi être là pour gérer ces risques. Voilà, et c'est l'alignement des outils et des infrastructures pour piloter vos risques de métier. C'est ça qui nous paraît important de vous transmettre. Voilà. Et juste pour terminer, dans tout ce qui est antivirus qui va être évoqué après, c'était important, en tout cas pour nous, d'organiser ce petit déjeuner. Je finirai par ça, parce qu'on peut avoir bien sécurisé le back-office d'infrastructure. On peut avoir dit, par exemple, en entrée de messagerie, on a des outils qui sont performants. Mais une fois que quelqu'un est rentré, comment on fait pour s'en apercevoir, pour traiter le sujet? Et c'est pour ça qu'on a organisé ce petit déjeuner aujourd'hui. Voilà pour moi. Oh purée. Tiens. Merci. Mince. Donc, une chose importante, c'est que ces attaques-là, on voit que aujourd'hui, avant, ça concernait des grands groupes, des sociétés qui avaient une forte visibilité, pas forcément grande, mais il y a des petites entreprises qui ont de la visibilité ou des cabinets d'audit financier, voilà, des vraies cibles où il y avait des valeurs, enfin des données très importantes. Depuis plusieurs années, les attaques ciblées ont considérablement augmenté pour différentes raisons. Une des principales raisons, c'est que aujourd'hui, la personne qui attaque une entreprise, il n'a pas tous les domaines de compétences. Avant, c'était entre guillemets des super hackers qui généraient le code malveillant, qui s'introduisaient dans l'entreprise, qui injectaient le code malveillant, etc. Aujourd'hui, sur le dark web, on peut trouver des informations peut-être sur votre entreprise. Dans telle entreprise, il y a telle version d'Acrobat Reader, il y a tel firewall, il y a telle faille de sécurité, etc. La personne achète ces informations-là et ils se disent leur faille c'est ce firewall et telle machine parce qu'elle n'est pas à jour, il y a un Firefox il y a 10 ans, ça va être ma porte d'entrée, donc je vais prendre tel malware. Donc, ils vont prendre ce qu'on appelle le malware as a service, ils louent entre guillemets un code malveillant, un ransomware. Et après, il lui reste plus qu'à, c'est pas non plus évident, c'est pas à la portée de tout le monde, mais en cherchant un peu sur le dark web, etc. Un étudiant qui s'ennuie pendant les grandes vacances, s'il a quelques compétences, il pourra attaquer des entreprises qui sont très peu sécurisées, on va dire. Après, bien sûr, il y a comme tout, il y a des bons hackers et des mauvais hackers. Et ceux qui ont beaucoup de compétences, là, attaqueront théoriquement pas de petites ou moyennes entreprises. Mais eux, ils vont s'attaquer à des grands groupes, et même c'est des organisations maintenant aujourd'hui. Mais voilà. Donc un hacker, l'attaquant, il n'a pas tous les domaines de compétences. Générer du code malveillant et injecter du code malveillant, c'est deux choses différentes. Dans un cas, il faut avoir beaucoup plus de notions de dev que dans l'autre. Donc ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, une entreprise, à un moment donné, fera face à une attaque ciblée qui a beaucoup plus de danger qu'une attaque que l'envoi d'un malware par messagerie qui risque déjà fortement d'être bloqué en amont, d'être bloqué éventuellement sur la machine par l'anti-malware. Aujourd'hui, les attaques de masse comme ça, c'est comme à la pêche, on tire le filet et puis on chope 1, 2, 3 poissons. Et puis voilà. Mais aujourd'hui, se protéger contre ces attaques de masse, c'est pas très compliqué. Par contre, se protéger contre ces attaques ciblées qui sont beaucoup plus personnalisées, qui va utiliser vos points faibles, c'est plus compliqué.
Donc pour pouvoir se protéger, on va voir les différentes technologies qu'on peut avoir, ce qu'on appelle le next-gen entre guillemets. Je ne suis pas fan de ce terme-là, parce que le next-gen, à un moment, c'est la génération actuelle, on va dire. Le machine learning, la threat intelligence, qu'est-ce que c'est tout ça déjà? Et aujourd'hui, marketingment parlant, souvent on oppose les solutions traditionnelles et les solutions next-gen. On verra qu'en fait, il n'y a pas d'opposition, c'est deux technologies qui sont totalement complémentaires et qui sont intéressantes à voir sur l'endpoint. Donc, solutions traditionnelles, c'est souvent associé par des moteurs de signature. Alors, moteur de signature, c'est quoi? C'est un fichier qui arrive sur votre machine, on regarde son hash, il est référencé. C'est le plus vieux moteur du monde. Il a une efficacité en termes de sécurité limitée, mais son intérêt, c'est qu'il ne se trompe pas, ce moteur-là. Quand il détecte, on est sûr que c'est un code malveillant, il n'y a pas de place au doute, il n'y a pas de comportemental. C'est cette certitude qui est intéressante dans ce moteur-là, et c'est pour ça qu'il est encore largement utilisé. Petite d'information, Bitdefender, c'est une société qui fabrique, qui développe des technologies anti-malware qu'on vend aussi sous forme de marque blanche, que vous pouvez retrouver dans beaucoup de technologies d'autres éditeurs. Ce moteur-là est largement vendu par Bitdefender à pas mal d'éditeurs, parce que c'est un intérêt. Bon. Il y en a qui disent que ce moteur-là est inutile, il a son efficacité, notamment sur tout ce qui est faux positif, etc. Donc, les solutions traditionnelles, déjà, c'est pas que des moteurs de signature. Il faut savoir, aujourd'hui, si vous avez Bitdefender, vous avez la licence peut-être Business Security, vous avez le moteur traditionnel, il y a le moteur de signature, mais il y a déjà du comportemental. Ces moteurs comportementaux sont, sur le principe, alors là je parle sur le principe, c'est Bitdefender et les autres éditeurs qui ont cette approche-là, c'est des chasseurs de comportement. Ils sont là pour détecter tel ou tel comportement, parce qu'on les connaît, parce que les différentes attaques, en gros les différentes malwares utilisent à peu près les mêmes comportements, les mêmes attaques, et quand il y en a une nouvelle souche qui utilise une nouvelle technique d'attaque, c'est ce qu'on appelle une menace 0-day, donc avec des nouvelles techniques et attaques, et ça, sur les solutions traditionnelles, il y a toujours une période de vulnérabilité pour que l'éditeur prenne connaissance de cette nouvelle souche, voit comment elle fonctionne et développe le moteur pour pouvoir le détecter et gagner en efficacité. Donc ça, c'est ce que ça suffisait entre guillemets cette approche-là il y a 4-5 ans. Après, il y a eu une augmentation des menaces 0-day, alors pas de manière exponentielle, mais il y a une augmentation, donc cette fenêtre de vulnérabilité peut arriver plus souvent. Et les codes malveillants sont fortement multipliés, les attaques sont fortement sophistiquées. Donc les moteurs traditionnels, on voit qu'on a déjà du comportemental, c'est pas que de la base de signature. Donc, dans tout ce qu'on voit, moi je combats un peu tout ce qui est marketing, parce qu'on voit tout et n'importe quoi. Donc les moteurs traditionnels, ce ne sont pas que le moteur de signature. Il y a déjà du comportemental, mais moi j'appelle ça les chasseurs de comportement. On va pouvoir détecter tel ou tel comportement. Et c'est une protection qui va être très forte sur les menaces connues et toutes les variantes de menaces connues derrière, qui représentent quand même un certain nombre de codes malveillants. Et l'avantage de ces moteurs-là, c'est qu'ils ne se trompent très peu. Ils détectent très bien, notamment les attaques de masse. Après, les solutions next-gen, c'est quoi? Donc ce qui se cache derrière le next-gen, c'est ce qu'on appelle le machine learning notamment. Donc ça va être l'intelligence artificielle au niveau du poste, et via le cloud également ça fonctionne sur machine, et ça nécessite notamment une connexion au cloud derrière pour détecter les cyberattaques. L'analyse comportementale, donc ce qu'on appelle, on voit qu'ici on a déjà du comportemental, mais ici c'est du pur comportemental. On analyse l'intégralité des comportements. Et c'est ce machine learning qui va déterminer si c'est légitime ou non. Donc il agrandit le champ de visibilité de l'agent et le champ d'action de l'agent. Donc après ça fonctionne donc, du coup via des algorithmes qui vont apprendre automatiquement de l'utilisation qui est faite de la machine pour pouvoir détecter des comportements atypiques, anormaux, et pouvoir les bloquer lorsque ceux-ci sont suspicieux. Et ça c'est le machine learning. Problème au niveau de l'animation, c'est pas grave. Donc, voilà. Le machine learning, donc, la définition du machine learning, ça permet d'examiner des données et d'identifier des schémas, puis utilise ces informations pour mieux accomplir sa tâche, la tâche qu'il lui a assignée. Donc ça va être un auto-apprentissage des technologies
pour pouvoir faire la tâche. Donc en l'occurrence, dans un anti-malware, c'est de bloquer les codes malveillants. Donc le machine learning va apprendre en permanence l'utilisation de la machine ici. Derrière. Chez Bitdefender, il faut savoir que le machine learning, ça existe depuis plus de 10 ans sur notre réseau global de protection. Donc le réseau global de protection, c'est une infrastructure cloud sur laquelle on va pouvoir avoir les informations sur les échantillons de code malveillant, sur les URL malveillantes, etc. Et ça vient solliciter ce machine learning qui est sur cette structure-là. Donc chez Bitdefender, on a plus d'1 demi-milliard de machines à travers le monde qui remontent ces informations. Parce qu'il y a les agents Bitdefender, mais aussi les technologies qu'on vend sous forme de marque blanche. Donc c'est le réseau global de protection le plus étendu. Donc on va avoir du machine learning qui est sollicité depuis plus de 10 ans. On a été assez précurseur sur ce type de technologie à travers un nombre de machines assez conséquent. Donc il est éprouvé en permanence et depuis plusieurs années. Ça traite, on ne me rappelle plus, quelque chose comme 30 milliards de requêtes de menaces par jour. C'est pas négligeable. Ensuite, on va voir la notion de thread d'intelligence. Et bien sûr, sur cette remontée-là, il y a un apprentissage de tous ces codes malveillants pour pouvoir détecter. Donc ça joue sur la détection et sur la génération de faux positifs, cet apprentissage. Après, la thread d'intelligence. Donc la thread d'intelligence, c'est la discipline basée sur des techniques de renseignement qui a pour but la collecte et l'organisation de toutes les informations liées aux menaces du cyberespace afin de dresser un portrait des attaquants ou de mettre en exergue les tendances. Ce profiling permet de mieux se défendre et d'anticiper au mieux les différentes incidences en permettant une détection aux prémices d'attaques d'envergure. Donc la thread d'intelligence, ça va être aussi, je vais définir ce réseau global de protection, c'est toute cette information qu'on va pouvoir accumuler sur les codes malveillants et de voir notamment comment sont faites les attaques, quel est le contenu du code malveillant. Il va y avoir une analyse automatique, mais aussi du laboratoire Bitdefender derrière sur ces informations-là. Donc ça permet d'avoir vraiment, notamment à travers les solutions OEM, donc les technologies qu'on vend sous forme de marque blanche, et Bitdefender, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des acteurs qui vont être beaucoup plus régionalisés sur certaines parties du monde. Et du coup, on va avoir des informations, par exemple, sur ce qui se passe sur le marché chinois, parce qu'on a des technologies qui utilisent Bitdefender sur ce marché-là, sur d'autres éléments, et on va avoir une visite sur la surface du globe et avoir des informations là-dessus. La thread d'intelligence avancée, donc chez Bitdefender, j'ai sorti de bons chiffres, c'est 30 milliards de requêtes de menaces reçues chaque jour depuis des centaines de capteurs dans le monde. C'est plus de 400 nouvelles menaces découvertes par jour sur cette infrastructure. Bitdefender, à travers cette thread d'intelligence, aujourd'hui a publié plus, parce que je crois qu'il y en a eu un récemment, des outils de chiffrement de ransomware gratuits qui ont été développés par Bitdefender. Alors lorsqu'on a été chiffré et qu'on a l'outil de déchiffrement, tant mieux, mais bon, c'est pas sur tous les ransomware derrière. Donc Bitdefender travaille notamment en collaboration avec tout ce qui est Interpol, sur la partie américaine, avec le FBI, etc., pour pouvoir aider les entreprises à récupérer leurs données lorsque c'est possible. Donc, on a pu estimer à des milliards de données qu'on a pu récupérer en termes de valeur. Alors, c'est une estimation, c'est pas toujours évident, mais à travers ces actions qu'on mène en collaboration, c'est ce qu'on a pu estimer. On a 285 chercheurs, chasseurs de menaces donc sur cette partie-là. Donc, et plus de 400 employés dédiés à l'innovation pour nos solutions. Donc tout ça, ça va apporter, donc, sur la partie thread d'intelligence, une base de connaissances très, très développée là-dessus. Donc on voit la thread d'intelligence, c'est important, cette base de connaissances, cette étude du code malveillant, et les technologies next-gen, entre guillemets, à base de machine learning, ça va permettre de... On est dans le vif du sujet. Exactement. Alors un peu tard. Espérons que d'ici là, il n'y aura pas une faille de sécurité utilisée. Voilà. Donc on voit des technologies next-gen de machine learning qui vont tourner localement sur la machine, utilisent aussi ce réseau global de protection, ce machine learning qui va être beaucoup plus global,
pouvoir faire face à des menaces plus sophistiquées. C'est des moteurs qui vont être beaucoup plus dynamiques, donc déjà pour les attaques ciblées, c'est beaucoup plus dur à contourner. Et quand on dit plus dur à contourner, c'est que c'est pas incontournable derrière, mais ça nécessite plus de compétences et plus de temps. Et ce temps, ça va permettre notamment aux technologies EDR de pouvoir identifier. Tout à l'heure, on a vu l'attaquant, enfin dans un cas, était resté au moins 3 mois. En 3 mois, il a pris des informations, il a fait en sorte de pouvoir faire, lorsqu'il a exécuté son attaque, on voit ce qui a déclenché l'attaque, c'est parce qu'il s'est dit à ce moment-là, il faut que j'agisse maintenant, parce que ça se trouve, dans une semaine, mon attaque aura beaucoup moins d'impact, parce que le système de sauvegarde aura été mis en place, etc. Et lorsqu'on a un bon système de sauvegarde, forcément c'est plus facile pour retrouver ces fichiers. Mais voilà, c'est souvent plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois où l'attaquant est présent au sein de l'infrastructure et va vraiment chercher à avoir un impact maximum, parce que si l'entreprise ne peut plus récupérer ses données, elle est plus sensible à payer. Si elle se dit, dans 2 jours j'ai pu restaurer mes données, voilà, je ne vais pas payer X milliers, X millions d'euros, après ça dépend des données qu'on va avoir. Et ça, l'EDR va pouvoir identifier ça. Donc l'EDR, c'est quoi? C'est une autre approche. On a la partie anti-malware. Donc l'anti-malware, c'est la détection du malveillant. On voit les différentes technologies qui peuvent tourner dessus. Et c'est de la protection automatique. Vous, en tant que... pour gérer votre infrastructure, l'anti-malware, il agit automatiquement. Ce que vous voulez, c'est être au courant lorsque vous détectez les choses. Et puis voilà. C'est plutôt automatique. Ça demande une petite gestion, des agents, etc. Mais c'est ce qu'on appelle presque du plug and forget, je le mets et puis voilà, après je veux juste au courant. Le danger c'est de dire je le mets et ça ne demande aucune administration derrière, ça c'est pas vrai. Ça nécessite quand même un minimum de travail de gestion derrière, et de supervision éventuellement. L'EDR c'est une autre approche, c'est de pouvoir collecter des informations sur les machines et de les corréler et de remonter des erreurs de sécurité. Donc les données qu'on va pouvoir collecter, ça va être des informations sur les processus, sur les variables d'environnement, sur le système de fichiers, les modifications de fichiers, les changements de privilèges, ce genre de choses. Au niveau de la mémoire, les journaux d'événements Windows, les registres Windows, donc les clés de registre et les valeurs de clés de registre, les connexions réseau, les fichiers, les hachages de fichiers, ce qui va être utilisé via PowerShell et d'autres outils, et bien sûr sur Linux et Mac, ça va être plutôt sur SSH et d'autres outils d'administration. Donc on va récolter une multitude d'informations, des événements. Si on prend ces événements de manière individuelle, c'est un travail de fourmi. C'est ce qui est fait notamment lorsqu'il y a une analyse forensique. Après, maintenant on utilise des outils, mais historiquement on récupère tous ces logs-là et c'était des personnes qui regardaient ce qui se passait derrière pour essayer de remonter à ce qui s'est passé. Là, le DR, ça le fait de manière automatique, ça corrèle et ça remonte des erreurs de sécurité. Ces erreurs de sécurité, ça va être des choses qui ne sont pas vues par la technologie anti-malware. L'anti-malware va agir et va bloquer, et on pourra comprendre le contexte chez Bitdefender. Dans la gamme, maintenant les licences ont changé de nom depuis hier, type d'information. Donc dans la gamme Elite, qui correspond aujourd'hui maintenant à Business Security Premium, on a tout ce qui est vu par les technologies anti-malware. On peut faire voir dans quel contexte on a détecté ce code malveillant. Donc on voit, c'est intéressant de savoir lorsqu'on a du code malveillant, qu'est-ce qui s'est passé sur la machine. L'anti-malware basique, entre guillemets, aujourd'hui, il bloque. Vous savez que tel fichier a été bloqué sur telle machine à telle heure, à travers tel nom d'utilisateur éventuellement, puis voilà, ça s'arrête là. Par contre, savoir que potentiellement, ce code malveillant, savoir s'il y a eu des changements de clé de registre avant, ça peut avoir son importance. Parce que le changement de clé de registre, il y a des attaques qui sont comme ça, et une attaque qui est détectée, le hacker sait qu'il y a des chances que son code malveillant soit détecté. S'il touche sa cible, tant mieux. Mais il lance une première vague. C'est détecté, mais il a pu changer les clés de registre sur la machine, qui viennent affaiblir un peu la machine. Une deuxième vague, une troisième vague, une quatrième vague, c'est ce que la machine, elle, soit de plus en plus vulnérable. Sur anti-malware, lui, il va bloquer, mais peut-être que quelques secondes avant, il a pu modifier des éléments, et puis jusqu'à ce que la surface d'attaque de la machine soit plus exposée, et le code malveillant plus facilement exécutable. Donc, l'EDR, ça va détecter ces éléments-là.
ça va permettre de comprendre ce contexte dans lequel on détecte le code malveillant. Le DR, lui, donc j'ai dit, collecte ces événements, et il va voir des choses qui ne sont pas vues par la détection anti-malware. Dans ces actions-là, dans les éléments qu'on va remonter, il peut y avoir bien sûr une attaque qui n'a pas été vue par l'anti-malware. Donc là, on voit, on peut agir. Par contre, c'est l'humain qui va voir le contexte, qu'est-ce qui s'est passé, voir les actions. Pendant 3 mois, l'attaquant ici, il n'a pas injecté tout de suite le ransomware. En général, le ransomware, c'est la fin, c'est l'action finale qui est faite par l'attaquant. Mais il va récupérer des données, etc. Toutes ces actions-là vont pouvoir être remontées dans la console. Sur les événements ici, il va avoir des actions faites par les admins. Parce que les admins ont un attaquant, s'il est admin de l'entreprise, s'il arrive à être comme un admin de l'entreprise, bien sûr, c'est son but derrière. Donc faire des actions, du scripting, etc., c'est des actions d'admin. Il peut avoir des éléments qui remontent. On peut faire des exclusions sur cette partie EDR. Si par exemple vous utilisez un inventaire de parc, il y a des chances qu'il remonte. Parce que l'inventaire de parc, il récolte des informations sur les machines pour les centraliser, pour que vous puissiez gérer votre parc. L'attaquant, c'est son rêve. Il récupère des tas d'informations sur votre parc, savoir si les versions de Windows, les noms d'utilisateurs, les comptes locaux, les applications qui sont installées, leurs versions, etc. Si elle arrive à récupérer l'ensemble, et d'ailleurs souvent c'est après revendu sur le dark web. Donc ces actions-là, ça va remonter. Donc dans un cas c'est légitime, je peux faire une exclusion, etc. Il n'y a pas de souci. Dans l'autre cas, on voit que ça passe par... Il y a des exploitations de données sur la machine, ça passe par un poste client, déjà c'est beaucoup plus suspect. Pourquoi les informations fuitent sur un autre poste client et après on voit une communication vers l'extérieur. Donc ça va permettre de comprendre ces différents éléments à ce niveau-là et d'identifier toutes ces petites actions qui peuvent être minimes en soi, mais en les remontant et l'analysant, on va pouvoir bloquer, faire de la protection proactive derrière. Ça peut fonctionner aussi sur des applications. Une application qui est installée sur votre machine, application métier ou un petit utilitaire qui ne sert à pas grand-chose sur la machine, on peut voir par exemple s'il contourne l'UAC pour prendre des élévations de droit. C'est entre guillemets, c'est pas terrible comme comportement, mais il y a beaucoup d'applications qui font ça. Enfin, beaucoup d'applications, notamment d'applications métiers qui sont développées de manière rapide, on va dire, qui ne prennent pas forcément en compte la sécurité derrière. Beaucoup de développeurs ne sont pas sensibilisés à la sécurité. C'est un autre métier qui vient vérifier si c'est sécurisé, ça repart sur la partie de dev, ça repart sur la partie sécurité, ça repart ainsi de suite, parce qu'à un moment ils disent bon, le logiciel il faut le sortir. Donc à un moment il y a des failles de sécurité également. Donc ces applications-là, si c'est une application métier, je ne peux pas m'en passer, entre guillemets, je ne vais pas la changer comme ça du jour au lendemain, ça peut être un sujet derrière, mais un sujet sur plusieurs mois. Mais voilà, je sais que cette application-là a ce comportement, je peux la surveiller. Une application, un petit utilitaire qui tourne sur la machine, qui a ce comportement-là, je peux décider de le désinstaller parce que c'est pas un outil nécessaire à l'utilisateur ou à l'administration derrière. Donc sur la partie EDR, on va collecter, on va remonter ces événements qui sont à investiguer. Ça va demander des compétences et du temps derrière. Et on pourra faire à travers, dans l'EDR c'est Endpoint Detection and Response, là on est dans la partie détection, dans la partie réponse on va pouvoir apporter différentes actions ici comme bloquer les processus à distance, isoler la machine, je vois qu'il y a une attaque en cours sur une machine, je peux l'isoler pour contenir la menace. Je peux envoyer des fichiers en sandbox, donc dans le graphe ici, je peux sélectionner différents fichiers et les envoyer en sandbox pour les exécuter dans un environnement cloisonné. Donc la sandbox Bitdefender, c'est un sandbox qui est hébergé sur un data center Bitdefender en Europe, sur lequel on va pouvoir faire transiter des fichiers complets via un canal sécurisé, au lieu de l'exécuter sur une machine de l'infrastructure, ce qui n'est pas terrible. On va l'envoyer sur cette sandbox qui est complètement cloisonnée et on va avoir un rapport complet de ce que fait le fichier dans la sandbox, avec les modifications au niveau du système, les communications, si ça va communiquer avec la Chine, la Russie, le Brésil, la France, la Suisse, peu importe, on verra tout ça de manière détaillée sur le rapport de sandbox. Je peux bloquer des hachages de fichiers pour que le fichier soit interdit sur la machine, qu'il soit bloqué sur la machine, mais sur l'ensemble des machines également. Et je peux aussi faire une connexion à distance qui est jusqu'à, je crois, une mise à jour qui a été faite, on verra ça, j'ai vu ça tout à l'heure, qui est sortie ce matin,
avant, on pouvait se connecter et avoir un petit shell de commande sur lequel on peut lister les processus en cours d'exécution, y mettre fin en temps réel sur la machine. Je pouvais supprimer des fichiers, des répertoires, et faire des requêtes et ajouter et supprimer des clés de registre à travers cet outil-là. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le full remote shell. On va pouvoir faire beaucoup plus de choses comme dumper la mémoire de la machine, récolter certains logs, exécuter des scripts, etc. Donc normalement c'est contenu dans la mise à jour qui a été publiée ce matin. Ouais. Donc on a vu l'ODR, donc l'endpoint detection and response. L'endpoint, ça veut dire qu'on va récupérer ces informations sur l'endpoint. Donc c'est l'essentiel parce que c'est elle qui va être ciblée, c'est elle qui a les informations sensibles, que ce soit une machine ou un poste client ou un serveur. C'est au final là-dessus qu'il y a les données, on va pouvoir faire du chiffrement, récolter des informations, etc. Mais c'est intéressant de pouvoir étendre la télémétrie qu'on va être capable de récupérer sur la machine à d'autres éléments. Donc on va pouvoir corréler, donc l'XDR, c'est l'EDR étendu en quelque sorte. Pas en quelque sorte, c'est ça. Donc on va pouvoir ici ajouter de la télémétrie sur d'autres éléments. Donc notamment ajouter de la télémétrie de l'endpoint, donc ça c'est l'EDR, ajouter de la télémétrie d'Office 365, donc de savoir ce qui se passe sur l'Office 365, d'avoir ces informations-là et de les corréler également. Sur, donc sur tout ce qui est cloud public, à travers Azure, AWS et Google Cloud. Tout ce qui va être metadata des flux réseau, donc à travers une sonde réseau sur laquelle on va faire un mirroring réseau, on va récolter ces informations-là et ça vient compléter, de voir qu'une machine communique avec une IP sur le réseau local. On voit qu'il y a des expressions de données. Si on a juste l'EDR, on va juste voir que la machine qui est protégée par un agent Bitdefender a éventuellement sorti des fichiers sur une IP, mais on n'a pas d'informations sur cette IP. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas d'agent sur la machine concernée. Ça peut être une imprimante, une caméra de surveillance, ça peut être une machine d'un prestataire, d'un hacker qui s'est connecté au Wi-Fi, etc. Là, avec la sonde réseau, on va voir aussi les communications qui vont être engendrées par cette machine-là. On va pouvoir étendre sur tous les appareils connectés. Et sur tout ce qui va être annuaire, donc sur les informations de l'Active Directory, que ce soit Azure AD ou un AD présent on-premise. Donc on aura du coup une visibilité plus importante et pas que sur l'endpoint, même si l'endpoint c'est quand même l'essentiel. Donc on voit qu'on a l'EDR, on voit qu'on a l'XDR, comme je vous ai dit, tout ça, ça demande quand même du temps pour investiguer. C'est pas évident, il faut avoir les compétences, on n'est pas tous SOC analystes, hein, c'est un métier à part entière, un métier très technique et sur lequel ça nécessite des formations continues, parce qu'il faut être sensibilisé aux nouvelles techniques d'attaque, sur les tendances des attaques, sur les différents secteurs, il va y avoir différentes tendances, etc. Donc le but ici, c'est de proposer un SOC managé avec cette expertise-là pour nos clients. Avec différentes choses, on va voir ça. Le but étant d'apporter les compétences, d'apporter le temps. Parce qu'on peut avoir les compétences, mais si on n'a pas, on ne va pas passer notre temps sur la console pour regarder ce qui se passe, sauf si vous embauchez quelqu'un pour ça. Ce qui est important sur les solutions EDR, et donc c'est de manager ça 24 heures sur 24. Donc il ne faut pas embaucher une personne, en embaucher plusieurs. S'ils partent en congé, aussi, ils ont le droit de se reposer. Donc ça nécessite quand même une équipe complète pour pouvoir faire ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que les attaques ciblées, qu'on a vu là, ça n'a pas été évoqué, mais j'imagine que l'exécution du ransomware à la fin, ça a été fait le soir ou le week-end. Peut-être pas en pleine journée, parce qu'en pleine journée, il y a de fortes chances que un admin s'en aperçoive, qu'un utilisateur dise « j'ai plus accès au fichier, pourquoi ?» Et on regarde, on voit que c'est chiffré, on déconnecte et on a minimisé l'impact. Si ça se fait à minuit, vous arrivez le matin, c'est fini. Ou le week-end, encore pire. Alors je ne me rappelle plus, il y avait la durée dans les stats, je crois que c'était 6 heures, quelque chose comme ça, sur lesquelles l'ensemble de l'infrastructure était chiffré derrière. Ouais, ça a bien lieu la nuit, ouais. Ouais, voilà. Enfin, sur les attaques de ce type-là, c'est systématiquement la nuit. La nuit ou le week-end, parce que forcément, quand il n'y a personne dans l'entreprise ou qu'il y a moins de personnes dans l'entreprise, même si on est en astreinte, on n'a pas, l'astreinte, c'est on n'est pas connecté sur le réseau en permanence, sur laquelle on pourrait potentiellement détecter ça.
C'est bien de prendre un EDR. Des fois, je vois des entreprises qui prennent un EDR juste pour la partie assurance. Alors maintenant, les assurances ne demandent plus juste un EDR, ils demandent un EDR qui soit géré. Avant, c'était les clients qui prenaient du l'EDR le moins cher, c'était juste pour la partie assurance. Mais si vous mettez des caméras de surveillance au sein de votre société, si personne ne regarde les caméras, ça ne sert pas à grand chose, à moins une fois qu'on a été attaqué de regarder l'enregistrement. Ça peut permettre ça, mais c'est dommage de prendre cette solution-là pour peut-être 3% de son intérêt. Donc on va apporter les compétences, le temps et toute cette partie gestion derrière, donc une équipe complète. Et où ma souris ? Non, c'est pas la bonne souris, c'est pour ça, c'est ma souris. Donc la présentation du service, donc dans la licence qu'on appelle MDR, donc Managed Detection and Response, on va avoir la licence Ultra. Donc la licence Ultra, maintenant appelée Gravity Zone Enterprise, sur lesquelles on va avoir l'anti-malware traditionnel, l'anti-malware next-gen. Coupler les deux, c'est très important parce que la protection traditionnelle va être efficace sur toutes ces menaces connues et de menaces connues avec très peu de faux positifs et une efficacité rapide. La partie next-gen qui vient protéger contre les menaces plus sophistiquées derrière, avec potentiellement tout ce qui approche next-gen peut générer plus de faux positifs. L'expérience du réseau global de protection fait qu'on en génère peu, et peu ça ne veut pas dire zéro. Donc en fonction des outils qu'on va avoir, ça peut en générer plus ou moins. Mais voilà, on pourra en discuter après, mais on aura différents moyens d'anticiper ces faux positifs à travers la console. Et la partie EDR qui va être couplée à ça pour apporter cette visibilité et comprendre dans quel contexte les événements de sécurité se déroulent. Donc on va apporter du coup une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc j'insiste sur une chose, c'est du vrai 24/7. Il y a toujours des personnes qui sont là pour faire cette investigation sur tous les incidents. Donc il y a un score de sécurité sur les incidents, comme dans toutes les solutions EDR globalement. Vous avez des scores qui peuvent être de 10 à 100. Si c'est 100, c'est potentiellement plus dangereux, mais c'est un indicateur, c'est pas une valeur absolue. Et donc il faut pouvoir savoir si je fais l'investigation sur tous les événements 7 jours sur 7, ou si je veux que de manière 24/7, je fais que à partir d'un certain score. Donc, voilà, un score de 80, tous les événements ensuite, ça va être analysé à 8 h du matin lorsque l'équipe arrive. Il vaut mieux analyser tout. Après, voilà, il y a toujours un seuil de sécurité qu'il faut régler. Avec un délai de remédiation, s'il y a besoin, parce que dans les différents incidents, comme je dis, sur 50 incidents, il y aura peut-être une attaque ou deux, pas plus. Mais bon, il faut pouvoir y répondre. Donc, s'il y a besoin de faire de remédiation, ça va être sous 30 minutes. Ça, c'est un délai de réactivité très court. Donc, l'attaque, s'il y en a une, elle aura un impact très minime. Ou le prémisse d'attaque, il sera contrôlé à ce moment-là. Après, il essaiera peut-être à nouveau, etc. Et on le contrôlera à chaque fois. Donc le threat hunting, ça va être la surveillance en continu du panorama des cybermenaces. D'ailleurs, il y a une personnalisation là-dessus. C'est-à-dire que le SOC Bitdefender va construire ce qu'on appelle le paysage des menaces que l'entreprise fait face. Donc, chaque entreprise a un paysage de menaces plus ou moins différent. Ça dépend des secteurs, ça dépend de pas mal de choses. Si c'est dans le médical, si c'est dans la vente, si c'est sur la partie web, etc. Ça peut être plus des attaques ciblées, ça peut être plus des attaques par ransomware, ça peut être plus des failles d'exploit qui vont être utilisées, etc. Et on va pouvoir ajuster le niveau de sécurité en fonction de ces différents éléments. Toute la partie de threat d'intelligence, on l'a vu, et je ne vais pas en reparler ici, mais ça va être notamment la connaissance de l'environnement ici, qui va être plus personnalisée parce qu'on aura la connaissance de votre environnement. Chasse aux cybermenaces ciblées, donc ça va être notamment les experts qui vont utiliser la threat d'intelligence avancée, ici de Bitdefender Lab, et des modèles de menaces donc mis à jour en continu ici, et en fonction des événements, encore une fois, cette personnalisation. La risque lié à la chasse aux cybermenaces lié au risque. Donc, notamment,
Si vous êtes client Bitdefender, vous avez la gestion des risques au sein de votre console si elle est cloud. Le SOC est aussi là pour gérer cette partie-là. Donc ils vont être là pour vous aider à gérer cette partie vulnérabilité des machines et la vulnérabilité des utilisateurs également. Donc on a eu un outil qui vient remonter les vulnérabilités au sein des problèmes de configuration de la machine. Ça peut être une multitude d'éléments, comme par exemple l'UAC qui est désactivé sur certaines machines. C'est assez basique, mais c'est important de savoir que l'UAC est désactivé sur certaines machines. Peut-être qu'il y a une raison pour telle ou telle application, mais c'est important de le savoir. Même si peut-être que cet outil-là n'existe plus ou qu'il ne nécessite plus des droits sur la machine sur lesquels il faut désactiver l'UAC. Et il y a quand même certaines machines dont il y a encore cette configuration, il faut le changer. S'il y a nos clients SMBV1 par exemple qui est activé, SMBV1 c'est un vieux protocole qui présente certains soucis de sécurité. Je crois que maintenant c'est désactivé par défaut sur Windows, mais peut-être qu'on a une application qui le nécessite. Donc on va le réactiver sur certaines machines et c'est important de savoir quelle machine. S'il y a la faille Log4j, on l'a ajouté, dès qu'elle a été connue, on a pu l'ajouter à notre outil et voir si des machines sont vulnérables à la faille Log4j qui a été publiée il y a 2-3 mois aujourd'hui, qui permet de faire beaucoup de choses sur les machines. Voilà, on va pouvoir identifier les machines et bien sûr le but étant de mettre à jour Java sur différents outils, enfin différents éléments derrière pour pouvoir s'en prémunir. Et il y a aussi un service de surveillance sur le dark web. On va chasser sur le dark web des informations concernant votre entité, votre entreprise, pour voir s'il y a des informations qui ont fuité, pour voir s'il y a des... En surveillant le dark web, on peut des fois prédire des attaques, c'est-à-dire qu'eux aussi communiquent, les groupes de hackers communiquent, ce genre de choses, et on peut voir qu'il y a une attaque qui est en train de se préparer à travers le dark web. Ça va être la surveillance des noms de domaine. Tout à l'heure, on a vu l'usurpation de noms de domaine, c'est quand même un élément qui est assez fréquemment utilisé au final. Nous, on va enquêter sur les noms DNS, toutes les petites variantes qui peuvent exister par rapport à votre nom de domaine et dire attention, il y a ce nom de domaine qui a été déposé, faut déjà dans un premier temps le blacklister, éventuellement faire une remontée auprès de l'autorité qui délivre le nom de domaine pour enquêter, pour savoir peut-être que c'est une entreprise qui s'appelle presque comme vous dans le monde et c'est tout à fait légitime. C'est pas parce qu'il y a ça que c'est forcément une attaque derrière. Donc on va chasser une multitude d'éléments sur le dark web, sur éventuellement certains utilisateurs, certains VIP de l'entreprise, comme je sais pas moi, la personne qui gère l'argent, le directeur financier par exemple, qui est souvent une cible de choix. Savoir s'il est compromis à titre professionnel, mais aussi à titre personnel. Ça ne se passe pas que dans les films, cette partie ou dans c'est la série sur Netflix là, avec le hacker, où ils viennent faire du chantage à un employé. Ça se passe aussi, ça peut se passer dans la vraie vie, pas que dans les films américains ou dans les séries américaines. Donc savoir si tel utilisateur a été compromis, s'il y a des données sensibles le concernant sur le dark web, etc. C'est important de pouvoir être au courant pour une entreprise. Si un de vos utilisateurs a eu la bonne idée de créer un compte Amazon ou autre, je prends Amazon encore une fois, mais parce que c'est connu de tout le monde, avec son adresse mail pro, déjà je pense que c'est pas la bonne pratique, mais je pense que vous connaissez tous ça, et que Amazon a été attaqué, il y a certains mots de passe qui ont fuité d'utilisateurs, c'est important de savoir que potentiellement ça peut être le même mot de passe, parce que l'utilisateur a tendance à utiliser le même mot de passe, que c'est le même mot de passe, donc il faut peut-être changer son mot de passe immédiatement. Donc, tout un tas d'informations comme ça qu'on va être capable de vous remonter à travers ce service qui va être personnalisé. Une question ? Oui. Et dans quelle mesure vous ne mettez pas vous-même en danger en fait, à surveiller le dark web? C'est-à-dire que vos propres outils suffisent à blinder votre investigation. Le fait de surveiller le dark web, quelque part, ça vous met en position de... Après, il y a des difficultés. Alors, comment on surveille ça? Il y a des outils qui le font de manière automatique, déjà, et il y a une équipe qui est dédiée. Ces équipes-là, même chez Bitdefender, on ne les connaît pas. C'est une partie, c'est quelques employés à Bitdefender qui très bon hacker, qui sont membres de certains groupes de hacking, etc., et qui récoltent des informations, des espions en quelque sorte. Et c'est notamment
eux qui peuvent agir lorsqu'Interpol, on aide Interpol sur telle ou telle entreprise à pouvoir récupérer ses données, à récupérer ses informations. C'est des informateurs du coup en fait. Oui, c'est ça. Donc c'est une équipe bien... je ne sais même pas si on a leur nom d'employé quelque part dans la partie RH ou je ne sais pas comment ça fonctionne là. Okay. Donc ici, voilà, on va voir différents éléments. Donc déjà la solution elle est cloud ou on-premise. Alors la partie cloud permet aujourd'hui d'avoir deux choses. La gestion des risques qui est une fonctionnalité qui fonctionne uniquement cloud et qui est un module qui à mon sens est très intéressant. Et le service manager se fait qu'à travers la console cloud. Donc, si déjà c'est une approche qui intéresse, vaut mieux partir sur la solution cloud. La version on-premise, on va comprendre l'ensemble des fonctionnalités, sauf la gestion des risques. C'est une appliance virtuelle qu'on met au sein de l'infrastructure et qui fonctionne sur un système Ubuntu sur lequel vous avez des logins mot de passe, c'est pas une boîte noire qu'on met sur l'infrastructure. Et les mises à jour de l'OS sont assurées par les mises à jour de Gravity Zone. C'est la solution Bitdefender qui met à jour l'OS. Après, les différents systèmes de management de la console, donc il y a une console web, il y a un dashboard, il y a différents outils, je ne rentre pas dans le détail ici. Les différentes machines qu'on va pouvoir protéger, notamment tout ce qui est EDR, on va pouvoir le faire sur Windows, Mac et Linux, sur les conteneurs aussi. Tout ce qui est Docker, etc. On va pouvoir protéger les conteneurs en faisant l'EDR également, l'anti-malware et l'EDR. On le retrouve ici. Les systèmes qui sont hébergés dans le cloud, les serveurs qui sont hébergés. Et ça, c'est notamment toute la partie XDR à ce niveau-là. Donc après, on va faire des solutions de renforcement avec notamment le contrôle de périphérique, le contrôle d'application, l'analyse des risques ici, donc sur la machine et sur l'utilisateur, le patch management qui est un add-on chez Bitdefender qui permet de mettre à jour plus de 3500 applications différentes, donc ça va maintenir à jour l'OS Windows, mais aussi des applications comme Acrobat Reader, 7zip, TeamViewer, LibreOffice, etc. Firefox, les outils les plus communément déployés dans l'ensemble des entreprises et qui sont souvent attaqués. Pour un attaquant, attaquer Acrobat Reader, c'est beaucoup plus facile. Il va pouvoir récupérer un code malveillant qui s'applique à cette mise à jour d'Acrobat Reader. Il va trouver des tutos faciles pour utiliser cette faille de sécurité, etc. Potentiellement, il peut s'en prendre à une application métier. Mais là, on est dans une autre gamme d'attaques où l'attaquant il est bien introduit et il va tester votre application. Idéalement, il faut qu'il se la procure pour faire des tests, etc. C'est beaucoup plus contraignant pour lui. S'il voit qu'il y a un Acrobat Reader qui n'est pas à jour, il trouve toutes les informations sur le web, même pas besoin d'aller sur le dark web à ce niveau-là, pour pouvoir voir des tutos pour attaquer telle ou telle faille de sécurité. Donc là, on va pouvoir automatiser les mises à jour. On a vu que c'était, je crois, en top 2, les failles d'exploit. C'est important de maintenir à jour l'OS et toutes les applications qui vont être gérées derrière. Ça fonctionne aussi sur Linux, sur certaines distries Linux sur laquelle l'agent est capable de se protéger. Il n'y a pas tout encore, mais on ajoute progressivement les distries Linux là-dessus. Le full disk encryption qui va être le chiffrement de disque pour qu'en cas de perte ou de vol de la machine, les données soient inexploitables. Ici, on vient chiffrer le disque dur et pour que si on récupère le disque ou la machine, les données soient inexploitables derrière. Les outils de prévention, donc on va avoir une défense contre les failles d'exploitation des applications. Un interpréteur de ligne de commande qui va se permettre de se protéger notamment sur les attaques sans fichier. Email Security qui est une passe à le cloud sur laquelle vous pouvez rediriger votre flux de mail, c'est traité, il y a différentes technologies derrière et après on redirige vers Office 365, vers une IP publique ou sur laquelle derrière il y a un Zimbra ou un Exchange on-premise, etc. ou sur Gmail, etc. Oui. Ça permet de te faire un peu accélérer sur le... Ça marche, ça marche. Très bien. Je ne sais pas à quel niveau tu en es. C'est la dernière slide normalement. Donc après le Network Attack Defense, c'est un module qui vient vous protéger contre les techniques d'attaque sur le réseau, donc notamment sur les déplacements latéraux et les tentatives de brute force derrière. Donc, on a vu encore une fois que c'était un élément assez souvent utilisé. Ces techniques de brute force, on pourra s'en prémunir à travers cet outil-là, qui est notamment natif, c'est peu importe la licence, on va avoir ce module-là.
Après la sandbox, le machine learning qui va être paramétrable, donc on peut le personnaliser en fonction des différents types d'attaques. Faire l'analyse sporadique, ici on l'a vu. Sur la partie EDR, on va voir la recherche d'indices de compromission, c'est-à-dire que si j'ai pu identifier des indices de compromission, notamment dans la phase où je pense que ça a été fait, pour voir les machines pour les sortir, les remettre sur le réseau, voir les machines qui sont sûres, entre guillemets, on va rechercher les indices de compromission. Et là, l'outil va permettre de rechercher à un moment T s'il y a tel hash de fichier, tel nom de fichier, tel nom de processus qui est en cours d'exécution, s'il y a des clés de registre, etc. On va pouvoir analyser ça. Donc après, on va aussi être intégré au MitraTac pour pouvoir voir les techniques et tactiques d'attaque, les causes racines. Donc ça, c'est toute la partie EDR qu'on a vue. Et après, toute la partie service également qu'on a vu en plus ou moins en détail. On a encore... Soyez sages. Surtout au fond de la classe. Donc voilà, l'interface Gravitado. Alors je vais peut-être réduire un peu. Tout le monde voit au fond. Sur lesquels, là, je suis sur le... Voilà, je viens de me connecter à la console cloud. J'ai d'ailleurs une information comme quoi il y a une mise à jour ce matin. Et cette information, il y a ce qu'on appelle le contrôle de contenu qui est disponible maintenant sur les serveurs, qui va permettre de notamment faire du filtrage web. CFS, du content filtering. Oui, sur la partie serveur. Ça, je vais faire disparaître. Et là, je vais avoir des informations sur l'infrastructure directement. Ces données-là peuvent être données sur les dernières 24 heures, les derniers 7 jours, les derniers 30 jours, et d'avoir un état des lieux assez rapide avec les différents types d'attaques qu'on a pu bloquer. Si je clique, je trouve tout le détail des différentes informations ici. Ce que je voulais vous montrer prioritairement, c'est cette partie donc incident, qui est l'EDR, avec une rubrique menace détectée, incident sur l'endpoint et incident étendu. Là, c'est tout ce qui est vu. Donc ça, c'est ce qui est dans la partie élite, donc avec la protection anti-malware next-gen, sur laquelle on voit tout ce qui est détecté par la détection anti-malware. Donc là, on a la notion d'action appliquée. Ça peut être bloqué ou signalé en fonction du niveau de sécurité, du paramétrage de la politique de sécurité. Vous n'allez peut-être pas tout mettre en agressif, parce que, voilà, ça peut générer des faux récifs, etc. Donc dans ce cas-là, ça peut être bloqué comme signalé. Idéalement, là, si je dois prioriser mon investigation, j'arrive le matin, il y a les 3 premières lignes qui sont apparues, je vais m'attaquer à celle-ci. Elle est juste signalée, c'est quelque chose qui a été détecté en agressif, donc potentiellement ça peut être c'est en cours d'exécution. Je peux regarder, faire l'investigation, regarder, c'est un faux positif, ok, je peux éventuellement anticiper en faisant une exclusion, etc. Ça, ce sera toujours intéressant d'analyser, de comprendre le contexte, mais c'est moins critique. Les incidents sur l'endpoint, ici, ça va être la partie EDR. Donc c'est la collecte des événements qui va générer ces événements. Donc c'est une chose, ici on n'a plus la colonne action appliquée. Il faut une investigation, il faut une réponse humaine. Lorsqu'on parle d'EDR automatisé, marketingment parlant, c'est ça. C'est ce qu'on appelle menace détectée ici. C'est les technologies anti-malware qui automatisent. C'est le machine learning qui va agir derrière. Donc un EDR, c'est pas automatisé. Il faut un humain derrière, concrètement. Marketingment parlant, ça joue un peu sur les deux ici. Et les incidents étendus, ça va être donc notamment on aura la partie XDR que j'ai pas ici dans ma console, mais même sans XDR, je vais pouvoir voir, je vais prendre un événement au hasard ici. Ça c'est la mise à jour, autant pour moi, du coup je suis un peu perdu. Je vais pouvoir voir les différentes communications entre les différentes machines ici, bon, c'est du bureau à distance qui a été vu dans un événement. Donc on va voir ici le graphique avec les différentes connexions. Si je veux voir le détail de l'événement, donc là ça concerne une machine, et j'ai un événement, donc c'est pas très parlant, je pourrais essayer d'en prendre un autre, sur lequel je vais pouvoir avoir... je vais essayer... RT3 peut-être aussi. Graphique. Donc là, j'ai 2 événements sur lesquels on met ici en évidence une exfiltration de données via PowerShell et ici une autre exfiltration. Et on va pouvoir voir les différentes interactions ici et les différents événements. Donc
sur lesquels après je peux avoir les différents détails et faire l'investigation. Je peux la bloquer là tout de suite. Oui, normalement. Après, faut cliquer en fait. Alors je vais reprendre ici. Hein. Ici, je vais avoir l'incident. Donc là, je vois sur la partie réseau, mais si je veux voir ce qui s'est passé sur la machine, je clique ici. Bon, normalement, ça affiche. Je sais pas si C'est l'effet de... ouais, c'est ça. Ah bah ouais, le temps que ça change. Non, c'est l'accès internet de la bretonière. Il y a des chances. Ouais. Donc voilà, là je suis entré sur la machine et là j'ai plus qu'à cliquer sur la machine et l'isoler du réseau. Installer des correctifs si j'ai le patch management ou faire une connexion à distance. Et je peux, ici on voit, voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de petits points. Alors c'est quoi ces petits points? C'est justement ces différents éléments. Ça peut être des processus, ça peut être des fichiers. On peut voir ici la filtre. Si je fais processus, je vais mettre en zoom tous les processus. Donc on voit qu'il y a beaucoup de bureaux à distance. Il y a des fichiers et ce que les domaines, c'est les connexions. Donc on voit des connexions à différentes IP. C'est normal, c'est du bureau à distance. Donc derrière, il y a des IP. Ça peut être des sites web, ça peut être différents éléments. Ici, on voit qu'il y a du OneDrive, etc. dans l'événement. Il y a un élément qui n'y a pas ici, c'est les clés de registre également. On voit les modifications, les écritures, les suppressions, et je peux comprendre. Il y a un indicateur qui vous accompagne là-dessus. Alors quand c'est managé, entre guillemets, vous n'avez un peu rien à faire, mais ça peut être intéressant, vous aussi, de consulter les événements. D'ailleurs, c'est un travail du SOC de Bitdefender, c'est-à-dire que vous pouvez demander de manière régulière d'avoir une formation, entre guillemets, il ne faut pas voir ça comme une formation, mais comme une sensibilisation, de dire, ok, on va prendre cet événement, qu'est-ce que vous auriez fait dans ce cas-là? Voilà. Faut oser dire, après, voilà, vous n'avez pas d'expert en sécurité, et après le SOC vous dit, en fait, il s'est passé ça, il aurait fallu faire ça, ça, ça. Pour essayer de vous comprendre un peu, ça ne fera pas vous un SOC analyste, on est d'accord, mais d'être sensibilisé sur cet élément-là, sur la partie investigation. Et donc ici, je peux voir, si je veux voir toutes les informations, voilà, je retrouve les différents bureaux à distance exécutés dans l'ordre ici, sur les différentes IP, on peut voir et informer. Voilà. Si je sélectionne cet outil-là, je vais voir que c'est présent sur plusieurs machines sur le réseau. Je vois le nom du processus, la ligne de commande qui a été exécutée, donc là c'est juste l'exécution du programme, donc je pourrais avoir les arguments, etc. Le nom d'utilisateur, le nom, les informations sur le processus ici, sur le hash, etc. Et je vais pouvoir ici, par exemple, éliminer le processus à distance. Si c'est un fichier, je peux aussi l'envoyer en quarantaine. Si je sélectionne ça, peut-être. Donc là, je peux pas, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il est peut-être plus présent sur la machine, mais je pourrais mettre le fichier en quarantaine, mettre des fichiers bloqués ou ajouter une exception éventuellement. Donc je peux avoir ici tout un tas d'actions que je peux entreprendre sur les machines et je vais pouvoir récolter ces informations. Vous avez des questions? Je pourrais passer 2 heures ici. Alors, mais les questions. C'est pas là. Est-ce que ça formalise un peu mieux ce que c'est la partie EDR? Le fait que les sondes aillent regarder un peu tout ce qui se passe un peu tout le temps et que ce soit après reconsolidé, reformalisé au niveau de la console cloud. Je vais avoir une première question. Tout à l'heure, Stéphane. Oui. Vous parliez de mise en place de Bitdefender sur des solutions Linux et il y avait une certaine limite sur les distributions. Oui, sur le patch management. Ouais. Ouais. Et donc, c'est quoi? C'est que la distribution n'est pas supportée? C'est des distributions plutôt Red Hat qui vont être supportées ou, Alors, j'ai pas la liste, mais il y a... Je crois qu'il y a Ubuntu, il y a... enfin, je pourrais apporter. Le patch management sur Linux, c'est arrivé en décembre dernier. Ouais. Il y a eu 2 ou 3 distris au début, on a rajouté une 4e, je crois. Donc, mais par contre, après, le reste au niveau détection des CVE... Oui, après, tout ce qui est... après, on peut aller voir... Comment ici, le guide d'installation. Sur la partie agent, donc qu'on fasse l'anti-malware ou la partie EDR, on va avoir une liste des... Alors, c'est pas installation, c'est prérequis, et c'est matériel, système d'exploitation pris en charge. On passe à ma
pas emmené au bon endroit, mais voilà. Ici, ça va être sur toute la partie Windows, c'est Windows 7 et plus. Tout ce qui est XP, 2003 R2, etc. On a la possibilité, avec une extension support, il me semble à confirmer, parce qu'on le prolonge tous les ans. Alors, faut que je regarde. Moi, je te le confirme. Tu confirmes ? Il n'y a même plus de date d'expiration du service. Okay. Donc, on peut l'assurer. Par contre, on ne fera pas de l'EDR dessus, on ne fera pas du NetGel dessus. C'est une protection traditionnelle qu'on va pouvoir supporter uniquement sur la partie anti-malware. Donc, sur la partie distri Linux, là, je parle de la protection anti-malware et sur l'EDR. Donc, on va pouvoir couvrir ces différentes distries derrière. Après, il y a aussi la partie Mac en dessous. Une infrastructure avec des Mac. C'est aussi important de pouvoir voir ce qui se passe sur ces éléments. Des questions ? Quelque chose que vous voudriez voir? Si, j'avais une question plus au niveau efficacité sur MDR. Est-ce que vous avez des statistiques sur combien, alors est-ce que vous avez réussi à bloquer, j'imagine oui, des attaques, et est-ce qu'il y a des attaques qui ont réussi à passer malgré un SOC et des notions d'efficacité quoi, un petit peu. Alors, j'ai pas de stats à ce niveau-là. Après, sur les clients Bitdefender, à ma connaissance, il n'y en a pas qui ont été attaqués lorsqu'il y a ce service-là. Après, c'est pas une protection à 100%, on a quand même une protection qui est très renforcée ici. Mais après, c'est entre guillemets, l'EDR, c'est un combat également entre le SOC analyste et l'attaquant, en quelque sorte. Des fois, l'attaquant va essayer de différentes méthodes, etc. En général, sauf si derrière c'est total, l'attaquant, quand il voit qu'il y a une protection renforcée, il passe à autre chose. Son but, c'est de pouvoir attaquer. Déjà, lorsqu'il y a tout ce qui est anti-malware, next-gen, etc., en fonction du niveau de l'attaquant, il va passer à autre chose, il va chercher une entreprise qui va être facile à attaquer. Lorsqu'il y a de l'EDR, ça va être encore quelqu'un, s'il veut vraiment, c'est qu'il a été missionné ou quoi que ce soit pour attaquer l'entreprise. Il y a un business model derrière l'attaque, derrière les attaques cyber, c'est-à-dire que tout à l'heure Stéphane en parlait, mais il y a vraiment des équipes de détection, il y a des équipes de pénétration, il y a des équipes après de contrôle, etc. Et donc il y a un business model puisque les équipes qui détectent, elles vont vendre leur détection à l'équipe d'après. Et donc si la protection est trop élevée, à un moment donné, c'est du temps, et du temps c'est de l'argent. Donc, sauf mission spécifique comme le disait Stéphane, mais si déjà le premier mur est plutôt costaud, ou si le niveau de maturité à l'intérieur est plutôt sympa, les mecs ils savent que l'effort à fournir pour pouvoir gagner de l'argent est trop important. Donc tu as cette mécanique là aussi qui se joue hors mission spéciale. Oui, voilà, mais là, hors mission spéciale. C'est-à-dire qu'il y a un concurrent qui, voilà, il vous en veut et il a mis les moyens pour attaquer. Limite la partie rançon derrière, c'est du bonus pour l'attaquant, on va dire. Mais il est déjà payé pour attaquer l'entreprise. Et même s'il y a une protection d'un SOC manager, il pourra dire non, je peux pas aller plus loin. On touchera peut-être pas sa prime, alors je sais pas comment ça fonctionne derrière, comment ils vendent ça. On va passer aux objectifs mensuels. Mais c'est un. Son DIRCO il va gueuler. Non, c'est des entreprises derrière. Moi je me suis toujours étonné. J'étais tombé, avant j'étais prestataire et j'étais tombé sur un ransomware sur lequel il y avait le How to Decrypt. Et quand on le voyait, il y avait une hotline en français, en allemand, en suédois, en beaucoup plus de langues que beaucoup de solutions anti-malware qui ne vous proposent pas forcément par exemple de support français ou ce genre de choses. Et eux, par contre, ils avaient toutes les langues, il n'y a pas de souci. Donc ils ont des moyens. J'ai vu passer une news il n'y a pas très longtemps, je dirais dans les 6 mois, où ils sont vraiment allés chercher un salarié de l'entreprise qui voulait attaquer pour dire clique sur le lien et la rémunération c'était plusieurs centaines de milliers de dollars. Pour aller corrompre quelqu'un en interne pour cliquer sur le lien qui permet de télécharger les cryptos. Donc il y a pas mal de choses qui se font dans les différents sens. Et bien sûr, les attaquants ils sont toujours plus créatifs. C'est Mister Robot la série, c'est ça On voit, ça se passe pas que dans cette série. Ça s'est passé dans cette façon. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, moi j'ai une question plus commercial marketing. C'est comment vous arrivez à vous différencier par rapport aux autres éditeurs antivirus aujourd'hui, tels que des Sophos, etc., qui ont déjà aussi des solutions managées et qui mettent en place des solutions. Comment vous arrivez à vous différencier par rapport à eux ou pas, peut-être?
Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de parties communes. On fait pas le même métier, on est d'accord. On propose le même type de solution. Il y a de l'anti-malware derrière. Il y a de... C'est le tir, c'est pas très grave. Il y a de l'EDR aujourd'hui sur pas mal de solutions. Après, il faut techniquement voir ce qui se cache derrière. Chaque solution, on est d'accord, a ses avantages et ses inconvénients. Faut voir, sur la partie service, il y a souvent pas mal de différences. Il y a quand même pas mal de différences. Il faut voir si l'ensemble des incidents est traité. Il faut voir le délai de réactivité. Il faut voir dans le 24/7, est-ce que ça c'est analysé ou ça c'est analysé. Par exemple, sur le 24/7, il y en a qui vont analyser que ça. Et ça ne va pas être analysé parce que c'est un score trop faible. Alors que c'est un indicateur, c'est pas une valeur absolue. Regarde, si c'était une valeur absolue, on pourrait bloquer, on pourrait traiter directement, mais c'est un indicateur vraiment. Voilà, faut pas prendre ça comme donnée brute derrière. Stéphane, tu as aussi la taille du réseau d'agents Bitdefender mondial. Tout à l'heure, oui, Stéphane voilà, en parlait, c'est-à-dire le nombre d'agents qui sont installés sur des postes privés, enfin entreprises et des postes perso, le nombre de moteurs qui sont aussi en OEM et qui consolident dans le cloud de Bitdefender avec du machine learning. Et en machine learning, la taille des données en entrée, elle a aussi un impact sur la qualité de la mise à jour des algorithmes en sortie. Plus tu as de données en entrée, plus tu as de précision en sortie. Et donc c'est aussi un avantage de la partie Bitdefender, c'est le nombre d'agents qui sont déployés worldwide. Sur les réseaux globaux de protection comme ça, on a le plus étendu au monde. Il y en a 2 principaux à titre d'information. Après, il y en a d'autres mais qui sont beaucoup plus petits derrière. Il y en a un qui est Bitdefender, qui est roumain, donc Bitdefender, et l'autre, pour ne pas le citer, il est russe. Et qui, avec un cas rouge. Donc après, voilà. Et c'est vraiment, et si vous regardez les tests indépendants, tout ce qui avait test avec comparative, alors c'est bien de regarder à un moment T, mais aussi de remonter dans le temps, vous verrez que ces 2 éditeurs, dont Bitdefender, sont systématiquement avec un score haut en termes de détection. Parce qu'on a ce type de structure, et le concurrent, pour ne pas le citer, a aussi un niveau de détection qui est haut et stable dans le temps. Contrairement à des technologies qui peuvent faire le yo-yo, on voit des fois il y a des éditeurs qui vont être devant nous en termes de détection sur les tests, et 3 mois après ils sont très bas. Après ça remonte, après ça redescend. Donc après quand on choisit une solution, c'est bien d'avoir la meilleure peut-être à un moment T dans le rapport. Alors c'est un test, hein, ça peut toujours des petites variations, mais si 3 mois après la solution ne vous protège pas efficacement, c'est problématique pour vous. Vous voulez peut-être protéger constamment, pas pendant 3 mois, vous n'avez pas changé de solution 3 mois après. Enfin, j'imagine. Alors, Ça répond à ta question, monsieur. Donc après, voilà, il y a tout un tas de choses. Il faut voir éditeur par éditeur, le cas échéant. Il y avait François Soulard, je crois, qui lui est... Oui, moi j'ai la question qui fâche. J'ai 75 postes et 4 serveurs, par exemple, pour reprendre ton cas client. Et quel budget il faut envisager pour mettre en place ce type de... On se fâche rarement pour ce genre de choses. Ça c'est je sais qu'après il n'y a pas de réponse absolue, mais voilà, c'est peut-être une échelle budgétaire ou... Javed, peut-être, hors de grandeur. Non, c'est... Pour reprendre le terme de François, on se fâche rarement pour ce genre de... sur ce genre de sujet. Non, c'est Javed qui se fâche avec son responsable. C'est ça. Je le supporte, ça fait partie de mon job, il n'y a pas de souci. Mais non, on a une politique commerciale, concurrentielle, adaptive en fonction de la situation, en partenariat avec Envolis. On travaille main dans la main justement pour proposer la meilleure solution au meilleur tarif. Tu imagines bien qu'entre toutes les différentes briques que tu vas avoir, forcément, en fonction des briques que tu vas cocher, tu n'auras pas forcément... Sur la partie SOC Manager, forcément, c'est un coût derrière. C'est un coût, donc c'est forcément un coût qui n'est pas négligeable, parce que si tu as du SOC en 24/7, il faut payer quand même aussi les gens qui sont en SOC 24/7, même si tu as des effets de mutualisation, ça a forcément un coût. Donc il faut savoir jusqu'où tu vas, et en général on le qualifie ensemble, et puis après on passe à la partie budgétaire. C'est moins cher que le coût d'une attaque. Quoi? C'est moins cher que le coût d'une attaque. Ouais, ça c'est toujours... Ça c'est la bonne réflexion, parce que très souvent... Et tout à l'heure, les coûts que je vous ai montrés, c'était des coûts directs.
direct, hein. Ça veut dire que derrière, c'est pas forcément... c'est pas l'impact sur le business derrière. Voilà, c'est les coûts directs, c'est-à-dire qu'on n'a pas calculé le temps d'arrêt, c'est vraiment qu'est-ce que ça coûte juste de faire la forensique, la reconstruction et les machins. Donc on est très très loin du coût global. Ce qu'on peut peut-être quand même te répondre, François, si je me trompe, Javed, c'est qu'aujourd'hui, les offres MDR, elles sont quand même accessibles à partir d'une centaine de postes. C'est ça. Donc là, 75, c'est clairement un petit peu en dessous des moyens qui vont pouvoir être investis. Alors, sur le principe, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de minimum. Mais commercialement, il y a une limite. Voilà. En tout cas, pour l'instant, commercialement, il y a un minimum de 100 postes, entre guillemets, en billets d'entrée, parce que ça a un impact non négligeable sur le service qui est derrière, et le service doit être accessible pour un certain niveau de client. Donc après, reste à voir, effectivement, et faire le point sur les technologies dont vous avez besoin, les services dont vous avez besoin. On a la chance, avec Envolis, qui soit totalement autonome et presque et totalement opérationnel sur les solutions Bitdefender depuis des années, pour qu'ils puissent, eux, déterminer exactement ce dont vous avez besoin, techniquement et commercialement. Après, moi, j'opère un peu plus en tâche de fond avec eux pour négocier les prix. Voilà, est-ce que tu as répondu à la question ? Retenez quand même qu'il y a cette barre descente, d'accord ? Et qu'en dessous, il va falloir faire beaucoup de business avec Bitdefender pour qu'ils acceptent de commencer à redescendre. Mais tu comprends aussi que quand on rentre dans ce genre de SOC managé, il y a forcément une phase de build, d'accord ? Documentation, gestion des interlocuteurs, comment réagir, etc. Et que cette phase de build, si on veut qu'elle soit financée, ça se fait pas forcément sur 3 postes. Parce que tu vas pas mettre un ingé SOC machin pour faire une phase de build avec 3 postes, même si sur le fond, ça serait une cible qui serait quand même plutôt agréable. C'est-à-dire que la protection du SOC managé, elle ne dépend pas forcément que de la taille du client. Par exemple, on a un client qui a un cabinet d'audit financier qui du coup a des valeurs très sensibles derrière, notamment parce qu'ils font de l'audit financier, je crois, sur les banques, etc. Ils ont pas énormément de machines, ils ont 70 machines, mais ils ont le SOC manager derrière. Mais ils ont payé un prix d'entrée, entre guillemets. Parce que leur infrastructure a des données. Et d'ailleurs, discutant, eux, ils ont déjà subi, du coup, ils n'ont pas eu, parce qu'il y a eu une attaque physique, entre guillemets. Il y a un hacker qui s'est déplacé dans leur entreprise, qui s'est passé pour un dépanneur HP, et il a attendu que l'admin, parce qu'il n'y a qu'une location d'admin sur ce système-là, soit en vacances pour venir avec une casquette HP, et ils ont vu ça, et lui, il a vu ça après sur les caméras de surveillance, et en fait, il a demandé accès au PDG à la salle informatique, et il ne lui a pas donné. Il a essayé de joindre son collaborateur, et donc... après, on est dans une entreprise très, très particulière ici. Quand même. Tu prends sur 100 clients, 100 structures que vous représentez aujourd'hui, tu regardes le nombre de fois où s'il y a un technicien d'un constructeur qui arrive bien sapé au nom du constructeur et que vous n'êtes pas là, combien de fois le mec il passera pour arriver à un poste de travail, etc. Je pense plus d'une fois sur deux. Probablement plus d'une fois sur deux. Sur la partie MDR, est-ce qu'on est sur le même type de licensing que les business security par exemple ? Alors c'est la licence à la machine, oui. Enfin, non, parce que sur la business security, il faut 3 licences pour licencier un serveur. Alors c'est toujours le cas ça ? Alors. Là vous avez la réponse. Non, il y a de l'évolution. Ce principe, oui, parce que l'offre MDR, qui est une offre associée à de la licence et du service. La licence, c'est Gravity Zone Ultra plus le service. Donc c'est la next-gen plus l'EDR, Gravity Zone Ultra, qui s'appelle maintenant, aujourd'hui, depuis hier, Gravity Zone Enterprise, plus le service managé 24/7. Donc la règle, entre guillemets, des 35% sur ces deux références-là, sur Premium et Enterprise, donc Elite et Ultra, doit être respectée et continue d'être utilisée. C'est-à-dire que si vous avez un volume de serveurs qui est très important, on est vraiment sur des cas de figure sociétés et infrastructures qui ne sont pas non plus communes, où on a
Aujourd'hui, ça représente peut-être 25, allez, 20. Après, maintenant, il y a la licence à la carte qui est dans le cloud également. Oui, mais pour l'instant, on ne sait pas encore si ça va être intégré dans l'offre MDR. Mais à terme, effectivement, parce qu'il y a eu une grosse évolution en termes de portfolio depuis hier, où à l'époque, avant hier, on avait, on va dire, une offre à la carte sur laquelle on pouvait détailler précisément différents niveaux de licence en fonction de l'infrastructure précise que vous avez chez vous, mais qui n'était accessible que on-premise. Depuis hier, elle a été fortement réduite. Vous avez une licence Workstation, une licence serveur qui inclut toutes les deux les modules Next-Gen, pas EDR, qui reste un supplément en tant qu'add-on, mais qui aujourd'hui est accessible à la console dans le cloud. Donc si on peut avoir à la carte dans le cloud. On n'est pas obligé de prendre 3 fois plus de licences. C'est ça. Oui, Après, c'est nouveau ça. C'est nouveau depuis hier. Parce qu'en fait, dans mon cas, c'est 22 VM, 50 postes, mais j'ai été obligé d'acheter 80 licences. Donc j'ai 15 licences qui... Alors, c'est du bonus, mais... Alors, cependant... Après, commercialement... À justifier pas la direction, c'est compliqué. On lui présente 60 machines à licencier. Ça fait pourquoi vous achetez 90 licences? Après, commercialement, on vend 70 et on offre 15. Tais-toi, toi. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais généralement, ce qu'on fait dans votre cas de figure, c'est qu'on présente les deux scénarios. Le scénario à la carte et le scénario packagé, comme vous avez eu. Et généralement, on est sur presque la même valeur, sauf que la contrainte que vous aviez hier, c'était la console on-premise. On s'y retrouve en termes de pricing chez d'autres concurrents, si on prend que 60 licences dans le cas, par exemple. Mais c'est vrai que vous c'est êtes même moins cher fois, que si j'en achète 80 chez vous. Mais c'est juste la question que j'ai eu de la direction. Mais oui, elle est totalement légitime, hein, la remarque de votre direction. Et généralement, on anticipe ça en proposant les différents scénarios d'offres. Comme ça, vous pouvez présenter à votre direction, voilà, moi j'ai une offre à la carte qui coûte tant, j'ai une offre packagée qui coûte tant. L'avantage avec l'offre packagée, c'est que je peux administrer tout ça sans déployer d'appel à lines virtuelles, etc. Donc ça, c'était hier. Aujourd'hui, l'offre va être radicalement revue. On va pouvoir faire du à la carte dans le cloud. Donc dans votre cas de figure, aujourd'hui, on aurait pu vous faire une offre 22 serveurs, une offre X Workstation, je ne me rappelle plus combien il y en a, 50 €. Mais toujours avec une utilisation dans le cloud. Donc après, dans cette licence à la carte, avant, on dissociait, par exemple, si c'est un poste de travail virtuel et physique, maintenant il n'y a plus cette différence. Voilà. Si c'est un OS client, que ce soit virtuel ou physique, c'est une licence Workstation. Si c'est un OS serveur, ça simplifie. Énormément. Au niveau commercial, je pense que ça va être... Oui, pour nous, alors surtout pour nous que de manière générale, l'offre à la carte, elle est surtout dédiée, on va dire, aux très grosses entreprises qui ont des infras complexes, qui ont besoin d'une tarification un peu complexe. On n'est pas sur une offre packagée globale, on est vraiment sur de la carte. Là, à partir d'aujourd'hui, ça va être beaucoup plus simple, entre guillemets, d'offrir une offre commerciale à la carte avec une utilisation dans le cloud énormément simplifiée. Ou par exemple, pour avoir de la protection serveur et poste client plus de l'EDR, il y aura que 3 lignes au lieu d'en avoir 8 comme on avait avant. Pour revenir aussi sur la question sur le MDR, à partir de combien on peut y accéder, aujourd'hui c'est ce qui se fait de mieux, le MDR, on en a beaucoup parlé, forcément on parle de ce qu'il y a en haut de l'étagère, mais c'est pas forcément indispensable non plus pour tout le monde. Si vous êtes déjà sur, en gros il y a 3 niveaux de licence, il y a alors le nouveau nom je l'ai pas, mais ancien business, entre le business et le MDR, il y a aussi l'élite qui déjà intègre de l'analyse comportementale et qui vous permet déjà d'être très bien sécurisé, même si... et puis d'avoir un pied dans l'EDR qui est accessible, c'est-à-dire que voilà, alors qu'on détecte un code moyen, comme moi je l'ai déjà dit, mais on va voir le contexte, ça permet déjà de mettre un premier pas dans l'EDR et pouvoir faire du renforcement. J'ai détecté du code maillant, je vois que c'est passé par un script et le script a été exécuté avec un compte administrateur du domaine, ça insinue fortement que le mot de passe administrateur du domaine a été craqué. Donc faut peut-être, idéalement, il faut le changer tout de suite. L'attaquant ne va pas s'arrêter à une attaque. S'il y a un compte admin du domaine, il ne va pas s'arrêter à une attaque. Il va continuer derrière.
Mais, les admins, ça peut vous parler, ça, pour ceux qui sont un peu admins. Et ça, il n'y a pas besoin d'être un SOC analyste pour pouvoir conclure ça à travers la remontée. Ça peut être une première marche de maturité avant d'aller au-delà et avant d'aller convaincre une direction sur un autre modèle plus coûteux et peut-être plus protégeant, mais aussi plus coûteux à les convaincre. Après, il y en a qui utilisent un EDR en interne, qui n'ont pas du 24/7, ils gèrent ça en interne. Ils utilisent du coup l'EDR pas à 100%, mais ça leur apporte déjà un peu plus de sécurité, ils peuvent renforcer, parce que l'EDR permet aussi de faire de la protection proactive, de comprendre ce qui se passe sur l'infrastructure, de faire du renforcement sur certains points en analysant ça. Là, ça demande quand même des compétences, mais voilà, on passe le temps et on n'utilisera pas à 100% comme dans ce système-là en interne, mais peut-être à 50%, et c'est 50% qui peuvent être intéressants. Il y a aussi quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit, parce que là on parle beaucoup de l'antivirus, mais aller sur du MDR, si sur les autres sujets de la cybersécurité, on n'a pas forcément passé les marches, bah, c'est pas forcément utile, quoi. Oui. Par exemple, si on a du MDR mais qu'on n'a pas de système de sauvegarde, voilà. Il vaut mieux. Homogénéité, c'est toujours ça prend le dernier triple airbag devant derrière, etc. alors qu'on n'a pas mis la ceinture de sécurité pour reprendre l'image de Javel de l'autre jour. Voilà, j'aime bien la métaphore. Savoir grandir sur tous les sujets en même temps. J'économise le coût de la sauvegarde pour prendre du MDR, c'est pas le bon. Non, on vous conseillera pas ça. Et globalement, quoi. Vous l'avez compris, hein, le MDR, ça a un coût qui peut être non négligeable en fonction des entreprises. Et ça se négocie rarement du jour au lendemain. Ça nécessite des mois de négociation, du lobbying auprès de la direction pour l'explication, à quoi ça sert pour le coup. Comment valoriser en fait le coût du MDR. Pourquoi la direction va dire mais pourquoi c'est pas toi qui t'en occupe, pourquoi tu veux externaliser ça. Là, il va falloir l'expliquer. Nous, on est là pour vous accompagner, vous donner de la documentation, des explications, etc. Notamment sur le coût de création d'un SOC en interne, par exemple, qui coûte des centaines de milliers d'euros pour payer des gens 24 heures sur 24, avoir une infrastructure à jour, etc. Cependant, Melvin a raison, il y a à mon sens, des étapes à franchir. Moi, je pousse en tout cas personnellement absolument personne à aller sur du MDR sans avoir franchi certaines étapes. Et notamment certains clients aujourd'hui qui sont en solution dite traditionnelle chez Bitdefender, je les encourage vivement au moins à suggérer l'évolution de la solution, même en cours de licence, hein, ça pose absolument aucun problème, vers une solution déjà, enfin, Stéphane a raison, dit next-gen, qui est plus du tout du next-gen aujourd'hui, parce que c'est devenu la norme en termes de technologie, mais au moins de migrer sur de la solution élite, quitte à la poker, vous pouvez la poker, mettre en place un test de la solution, sachant que, pour rappel, aujourd'hui, si vous êtes déjà client de Bitdefender, vous pouvez upgrader vers une solution plus, entre guillemets, plus évoluée technologiquement, sans désinstaller votre solution qui est en place, sans perdre vos politiques de sécurité. D'ailleurs, si presque vous en toute transparence. Security et que vous passez sur de l'élite, vous renseignez acte de licence, ça recharge la console pour afficher les menus et ça n'a aucune conséquence sur votre infrastructure. Elle sera en mesure d'utiliser le moteur NextGen, par exemple, le moteur HyperDetect, mais par défaut, il sera en rapport uniquement, c'est-à-dire qu'il ne va rien bloquer. Il sera là juste pour regarder ce qui se passe, vous remontez, mais rien vous bloquer. Bien sûr, l'idée derrière, c'est de bloquer. Mais au moment du changement de licence, comme ça ne va pas générer un faux positif qui va bloquer votre infrastructure. On ne sait jamais, ça peut arriver. Donc, notamment, ce rapport-là permet d'anticiper. On fait le tourner une semaine, 2 semaines, on regarde, ah, j'ai cette application-là qui est bloquée, je fais l'exclusion directement du rapport, et après, je mets en mode blocage. L'intérêt, c'est que ce soit du blocage automatique derrière sur cette technologie. Et pendant toute cette phase-là, vous êtes accompagné par Envolis ou par Bitdefender, justement par Stéphane, entre autres. Ou l'autre Stéphane, par les Stéphane, justement sur cette partie-là, ou par l'équipe de François, techniquement, sans aucun problème. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? L'appel du croissant est plus fort que les questions. Après l'effort
on libère ceux qui veulent être libérés. Puis sinon, il y a quelques viennoiseries à venir nous aider à consommer.